Bonsoir, bienvenue. On va pouvoir démarrer. Juste un petit mot en préambule et ensuite je passerai la parole à Thibaut Surini. Cette conférence a lieu dans le cadre des Journées de l'architecture. Les Journées de l'architecture, c'est un festival transfrontalier qui a lieu maintenant depuis 24 ans. On a déjà eu une première conférence ici à l'INSA avec Louis Picon la semaine dernière. Cette année, le thème des Journées de l'architecture, c'est architecture en chantier, Baustelle Architektur. L'idée, c'était de montrer que, bien sûr, l'architecture mène des chantiers parfois extraordinaires, mais l'architecture est elle-même en chantier. Les conditions dans lesquelles on doit travailler changent, les ressources ne sont plus illimitées, le climat change, et donc nous, on doit s'adapter, on doit adapter nos pratiques. Et il nous a semblé que dans ce contexte-là, cette conférence sur construire en bois feuillu, c'était un sujet qui trouvait parfaitement sa place dans la programmation. Donc voilà, si vous êtes curieux, il y a 166 manifestations en 4 semaines sur l'Alsace, le Bade-Wurtemberg et la région de Bâle. Le programme est disponible et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je passe la parole à Thibaut Surini. Merci Julie, merci à la Maison européenne de l'architecture d'organiser ce festival dans lequel effectivement on va intégrer cette conférence sur la construction en bois feuillu. Merci à toutes et tous de votre intérêt et de votre présence ce soir. On va effectivement se réunir pendant 2 heures. Ça va être compliqué de retenir votre attention avec tous les verres qui sont devant, mais on va faire le maximum. Et merci aussi à toute l'équipe d'Envirobat, Grand Est et Énergie Vie Pro, ainsi qu'à l'INSA qui nous accueille ce soir. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Katharina Brockstedt du Centre de ressources Envirobat Grand Est avant de vous présenter les intervenants de la soirée. Merci. Bonjour et bienvenue, Katharina Brockstedt, la coordinatrice d'Envirobat Grand Est Énergie.pro. C'est un centre de ressources qui est financé par l'ADEME et la région et l'INSA de Strasbourg pour vous, les professionnels du bâtiment et les apprenants. Attendez. Voilà, on fait un réseau, on est 3 centres de ressources dans le Grand Est. À Strasbourg, on est 3, Yacine, Elodie et moi. On fait plein de conférences. Ce qui vient là prochainement, c'est jeudi. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce soir. C'est pavillonnaire. On va parler dans le cadre du ZAN. Il manque de la place pour construire. Du coup, on se pose la question dans cet événement si le pavillonnaire est une très bonne ressource pour trouver encore de la place pour les logements. Le 5-11, on va organiser une visite, réemploi pour la construction d'un atelier à Bouxwiller. Il y a du covoiturage pour ceux qui n'ont pas de voiture. Les étudiants sont bienvenus, de toute façon à tous les événements qu'on organise. Il y a le 8-11, il y a une journée réemploi dans le bâtiment à Metz. Là, il n'y a pas de covoiturage, pardon. Le 26-11, en format de webinaire, on va parler de risques climatiques en rénovation. Franchement, je vous conseille vivement de suivre. C'est un sujet qui passe un peu inaperçu. Surtout en cas de rénovation. Sinon, on va organiser début 2025 une conférence sur l'arbre en ville, végétation, l'arbre en ville. Une autre risque climatique, et cette fois-ci avec un focus sur la construction bois, avec Thibaut. On fait une table ronde sur la solvabilité du réemploi, organisé avec l'EMS et Strasbourg est un peu différent. Ouais, hein, et l'AQC. Et on continue notre série, que vous connaissez bien sûr tous et toutes, sur les fondamentaux de la rénovation. On a fait des conférences cette année. C'est 3 heures sur l'humidité dans les parois, 3 heures sur l'étanchéité à l'air et compagnie. Vous trouvez ça sur notre chaîne YouTube. Franchement, quelque chose à suivre si vous avez encore des doutes dans ces thématiques-là. Et là, on continue avec cette série, avec le confort d'été, l'analyse de cycle de vie, les matériaux biosourcés et la question de l'architecture dans la rénovation. Je vous ai parlé de notre YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre LinkedIn.
Et voilà, tous les films sont sur YouTube. Les podcasts, si vous allez sur les chantiers, si vous prenez le train, vous pourrez écouter toutes les conférences sur podcast, sur SoundCloud. Et on a notre site. Et bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre newsletter, faites signe. Voilà, ça c'est les 3 centres de ressources. Et maintenant, on recommence avec... Merci Katharina. Je vais poursuivre en présentant rapidement Fibois Grand Est. Donc, on est, pour ma part, Thibaut Surini, je suis chargé de mission dans cette association. On est ce qu'on appelle une interprofession, c'est-à-dire qu'on est là pour fédérer l'ensemble des professionnels de la filière forêt-bois dans la région Grand Est. Donc, ça fait pas mal de monde. On est quasiment 11 000 entreprises, 55 000 emplois. Et donc, allant vraiment du forestier jusqu'au bois énergie, en passant par le scieur, le charpentier, le menuisier ou encore l'industriel du panneau, du papier, etc. Et donc, le but pour nous, c'est d'essayer de faire se rencontrer toutes ces personnes autour de sujets communs et dans un intérêt général. Donc voilà, c'est notre mission. On a vraiment ce rôle de médiateur pour essayer d'identifier quels sont les besoins de ces professionnels et quels sont aussi vos besoins en tant que potentiellement maître d'ouvrage ou ayant besoin justement de professionnels de la filière, donc pour qu'on puisse faire le lien entre les compétences et puis vos besoins. Hop, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, je sais pas. Ah, pardon. Petit problème technique, ça commence. Hop, voilà. Ah oui, c'est mieux quand on allume les choses. Voilà. Fibois, on est présent dans le Grand Est, mais partout ailleurs en France, c'est-à-dire on est un réseau national découpé en régions. Et donc, en ce sens, si vous avez aussi des projets dans d'autres régions de France, n'hésitez pas à solliciter nos collègues. Encore une fois, ça permet d'identifier au mieux les ressources à la fois forestières et humaines en capacité de répondre à vos attentes. Voilà, donc on est fédéré au sein de Fibois France. Et donc là également, donc quelques événements sur lesquels on va pouvoir se retrouver. Donc ce soir, donc sur la construction en bois feuillu, on s'intéresse à sensibiliser au maximum les architectes justement à l'usage du bois dans la construction. Donc on se réunit à Pont-à-Mousson fin novembre, comme on l'a fait à Reims la semaine dernière par exemple. Et puis le 25 novembre, on se retrouve ici de nouveau à l'INSA et avec nos partenaires pour une journée justement sur la massification de l'usage du bois dans le bâtiment, où on aura à la fois un cycle de conférences et puis pendant le déjeuner des rencontres B2B pour là aussi favoriser au maximum les rencontres entre professionnels. Donc ça, on organise ça avec l'Eurométropole, avec l'Areal et le pôle de compétitivité Build & Connect notamment, et en partenariat avec énergievie.pro, Envirobat de Grand Est, pardon. On assure une formation de 2 jours pour les architectes aussi fin novembre. Il reste encore quelques places, donc ça c'est à Schiltigheim. Et enfin, on ira visiter l'entreprise Schilliger début décembre, donc il y a un scieur du territoire. Voilà, donc l'idée c'est aussi d'ouvrir les portes des entreprises pour que vous puissiez prendre connaissance de comment fonctionnent les organismes et les entreprises de la filière. Donc, je vais commencer cette conférence avec, on va parler de feuillus ce soir. Alors, tout simplement, déjà, qu'est-ce qu'on appelle un feuillu? Alors ça, c'est peut-être que ça vous paraît évident, mais est-ce que c'est ce qui perd ses feuilles en automne? Pas tout à fait, parce que vous avez des contre-exemples, la nature étant bien faite. Vous avez des feuillus qui vont garder leurs feuilles en automne et en hiver. Donc, c'est le cas du chêne liège, du chêne vert, par exemple. Donc, vous avez une photo en haut à gauche. Et puis, à l'inverse, vous avez quelques résineux qui, pour ne pas faire comme les autres, vont perdre leurs aiguilles en automne et hiver. C'est le cas, par exemple, donc en haut à droite d'une essence qui s'appelle le mélèze. Donc, c'est compliqué de se baser sur cette définition-là. En tout cas, c'est un peu hasardeux. Par contre, en botanique, on se réfère beaucoup aux fruits en général, pour définir un petit peu les caractéristiques des espèces. Et en fait, un feuillu, alors on va plutôt donc faire une distinction entre feuillu résineux par rapport aux fruits. Encore une fois, un feuillu, ça va avoir un fruit, contrairement au résineux. Un fruit, c'est quoi? Ça va être un organe protecteur d'une graine, hein, la graine étant bien sûr les futurs individus en devenir. Donc, les feuillus protègent au maximum ces graines dans des fruits. Donc, les fruits peuvent être charnus, peuvent être secs. Ça dépend des différentes catégories. Je ne vais pas vous abreuver de théories à ce sujet, mais voilà, donc typiquement des fruits comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des bisamars, donc pour l'érable, parce qu'il y en a 2 tout simplement, mais vous avez la graine à l'intérieur du fruit
qui est protégé et en plus avec une aile pour disséminer au plus loin les futures générations grâce au vent. Et puis bien sûr les châtaignes à côté, qui je pense sont connues de tous. Ouais, donc mon animation, c'est pas grave, mais c'est vrai que les résineux, on appelle ça des gymnospermes. En langage un peu scientifique, gymnosperme, ça veut dire graines nues. Pourquoi? Parce que les graines sont dans des cônes qui vont s'ouvrir, ce qu'on appelle vulgairement des pommes de pin. Mais il y a bien d'autres résineux que les pins, donc ça c'est un abus de langage aussi. Mais les cônes vont s'ouvrir et les graines sont disséminées complètement nues dans la nature et donc ne sont pas protégées. Donc, si on regarde au microscope à quoi ressemble un feuillu, là au niveau du bois, eh ben, on va voir ce type de coupe. Alors ici un schéma bien sûr. Donc faut savoir que le bois c'est un matériau qui est dit anisotrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes propriétés selon la direction dans laquelle on va appliquer l'effort ou on va en tout cas étudier une caractéristique. Donc ça c'est quelque chose de particulièrement important à retenir. Hein. C'est pas une forme homogène, on va dire. Et donc, effectivement, au niveau anatomique, on va retrouver tout un tas de cellules complètement différentes. Les feuillus ont une organisation plus complexe que les résineux au niveau anatomique, ce qui va aussi conditionner en partie des propriétés qu'ils peuvent avoir. Dans un feuillu, vous allez retrouver donc, des rayons ligneux. Alors ça va être les cellules qui vont permettre d'acheminer les éléments minéraux d'un point de vue horizontal, donc on va dire du cœur de l'arbre vers l'écorce. Et puis vous avez une conduction de la sève dans les vaisseaux. Donc ici les gros cercles que vous voyez. Ici il y en a des plus petits. Bon alors après ça dépend des essences en fait en termes d'identification et de composition anatomique. Et puis entre ces vaisseaux, vous avez ce qu'on appelle des fibres, des cellules plus petites mais aux parois plus épaisses. Pourquoi? Parce que le bois a deux fonctions principales, feuillu résineux. Il a deux fonctions principales. C'est déjà de conduire la sève brute. Qu'est-ce que c'est que la sève brute? C'est la sève qui, on va dire, va monter des racines jusqu'aux feuilles. Et donc pour permettre ensuite la photosynthèse. Et donc cette sève, elle va monter dans ces vaisseaux. Et la deuxième fonction du bois, c'est de maintenir l'arbre debout. Donc il faut une certaine résistance mécanique. Et donc pour ça, c'est vraiment le rôle des fibres, donc aux parois épaisses et lignifiées, qui vont permettre d'assurer cette résistance que l'on va aussi rechercher dans les applications notamment structurelles. Voilà, donc ça c'est un petit schéma. Et puis là, vous avez une coupe. Alors c'est ce plan-là, ce plan transversal. Là, il faut imaginer qu'on a coupé un arbre et qu'on regarde la souche du dessus. Et donc vous avez ce type de détail. Alors bien sûr avec un microscope électronique. Et donc là, on va retrouver donc sur du chêne, on va retrouver les vaisseaux qui sont sur du chêne, donc qui sont même visibles à l'œil nu. Donc là, c'est des vaisseaux qui sont à peu près sur la moitié du cerne. Là, vous avez d'autres vaisseaux beaucoup plus petits donc, qui sont produits durant l'été. Un rayon ligneux, comme je vous le citais, donc c'est ce gros couloir là que vous voyez qui transperce, et puis au milieu, donc des fibres. Voilà. Et en fait, voilà, les feuillus, en fait, dans le Grand Est, ils sont répartis de la façon suivante. C'est un enjeu majeur pour nous, puisqu'ils sont majoritaires dans nos forêts, que ce soit en France ou spécifiquement dans le Grand Est. Alors, là, on a pris ce graphique de l'Observatoire des forêts françaises, et vous voyez donc en vert, ce sont l'ensemble des forêts feuillues par rapport donc à toute la surface du Grand Est. Et donc vous voyez qu'il y a pas loin de 80% des surfaces du Grand Est qui sont couvertes de bois feuillus. Quand on dit bois feuillu, qu'est-ce qu'on appelle les bois feuillus? Donc du chêne, du hêtre, du charme, du châtaignier, du peuplier, du bouleau, de l'érable, etc., etc. À l'inverse des résineux, donc sapin, épicéa, douglas, pin sylvestre, cèdre, mélèze et autres. Voilà. Et donc effectivement, donc, on voit que ces feuillus sont majoritaires dans nos forêts, contrairement aux résineux, donc qu'on appelle conifères aussi vulgairement. Et puis quelques peuplements qui sont mixtes, où voilà, on a une proportion assez équitable entre les feuillus et les résineux. Et au niveau de la diversité des essences, voilà un petit peu comment c'est réparti. On a surtout une région avec beaucoup de chênes et de hêtres par rapport donc à la production de feuillus. Donc ce sont des arbres qu'on trouve spécifiquement. Il y a le frêne aussi que je n'ai pas cité tout à l'heure. Et donc toutes les espèces feuillues, encore une fois, occupent 78% de la surface des forêts du Grand Est. À l'inverse, donc les résineux, 22%, avec principalement donc du sapin et de l'épicéa, qui sont, on va le voir par après, donc largement utilisés, notamment en construction. Et en fait, on a tellement de... je ne l'ai pas rappelé en préambule, mais la forêt du Grand Est, c'est la 4e forêt française en termes de surface. Et donc, on a un potentiel énorme de transformation et de récolte de ces bois, ce qui fait que
vous avez donc dans les forêts du Grand Est quasiment 25% des hêtres français. Également 25% des épicéas français et puis 20% des sapins français se situent dans le Grand Est. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la proportion de ce qu'on a sur le territoire. Et puis, vous pouvez trouver, donc ça c'est grâce aux chiffres du ministère de l'Agriculture, des données sur la récolte. Et donc là, le chiffre est un petit peu inversé. On voit que si on compare les conifères, donc on est en récolte, on est à peu près à 1,7 million de mètres cubes en 2022. Et on est à un peu plus de 1,1 million pour les feuillus. Donc déjà, on récolte moins de feuillus que de résineux, alors qu'encore une fois, dans les forêts, ils sont supérieurs. Et en France, vous avez quasiment un quart de la récolte totale, on va dire, qui est en feuillus et 3/4 en résineux. Voilà, donc ça, je vous laisserai compiler les chiffres. On vous transmettra bien sûr le diaporama là, à l'issue de la conférence. Et au niveau de la production des sillages, c'est pareil, on est dans le Grand Est, on scie à peu près 1,4, 1,5 million de mètres cubes de sillage. Ça dépend des années. Bon, là, en 2022, on était un peu moins. Et là, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a environ 25% uniquement, entre guillemets, des sillages du Grand Est qui sont à partir de bois feuillus par rapport aux résineux. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a un petit décalage entre ce qui existe en forêt et ce qui est réellement transformé par la suite. Et donc voilà, là vous avez le volume de bois scié par essence. Et donc vous voyez, majoritairement c'est du sapin épicéa qui va occuper la majeure partie de ce qui est transformé sur le territoire. Avec après, donc en deuxième, mais quand même de manière assez lointaine, donc le hêtre, puis le chêne, et puis ensuite des essences, on va dire, avec des volumes de sillage un peu plus faibles, donc comme le douglas, le peuplier ou les autres essences qu'on trouve sur le territoire. Il faut savoir, alors rien qu'en Alsace, on a plus de 40 espèces différentes qui poussent dans nos forêts et qui peuvent être commercialisées et valorisées. Donc ça vous donne aussi un panel de possibilités, mais aussi peut-être une difficulté de tout transformer, parce que voilà, chaque arbre et chaque bois va avoir ses propres caractéristiques. Avec aussi ses caractéristiques en termes de transformation. Donc voilà, c'est pas toujours facile d'harmoniser et d'homogénéiser tout ça. Et donc voilà, c'est vrai que l'usage des feuillus, c'est des choses dont on parle beaucoup, à la fois en France, côté Grand Est, parce que ça répond à beaucoup d'enjeux majeurs. Alors j'en ai cité quelques-uns, c'est sûrement pas la totalité, mais voilà, il faut qu'on trouve peut-être un meilleur accord entre ce qui pousse en forêt et ce qu'on transforme par la suite. Et donc pour ça, c'est aussi pour ça qu'on cherche à développer des usages notamment en bois d'œuvre avec des bois feuillus, pour justement essayer de rééquilibrer un petit peu la balance et ne plus avoir un peu ce paradoxe, on va dire, de l'amont à l'aval de la filière. Et puis, il y a un enjeu, c'est de mieux valoriser la matière que l'on récolte, c'est-à-dire qu'il y a aussi des bois qui sont récoltés qui, par difficulté de valorisation, vont peut-être partir directement à l'énergie, au bois d'industrie, alors que peut-être on pourrait trouver et développer, et ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus, qui cherchent à développer des nouveaux usages avec des qualités inférieures, donc notamment en bois d'œuvre. Le but, à Fibois, ce qu'on présente assez souvent, c'est que quand vous récoltez un arbre, il faut absolument maximiser la part de bois d'œuvre qui peut être sortie de ce volume. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la meilleure valeur ajoutée. Et puis en plus, ce bois d'œuvre qui va être transformé en scierie, eh bien, il va générer naturellement des produits connexes qui vont être valorisés soit à l'industrie, donc pour faire du panneau, du papier, soit à l'énergie. Pourquoi ? Parce que quand vous coupez 1 mètre cube de bois en forêt et qu'il arrive en scierie, vous avez à peu près entre 50 et 60% de ce volume qui va pouvoir faire du bois d'œuvre. Tout le reste, donc 40 à 50% à peu près, c'est ce que certains appelleraient du déchet, mais ce qui n'est pas du déchet dans la filière bois. Encore une fois, on parle de produits connexes, puisqu'on sait les valoriser dans d'autres filières. Donc ça représente un volume conséquent, même si bien sûr le but aussi dans les scieries, c'est d'optimiser et de maximiser le volume de bois d'œuvre qu'on va pouvoir sortir des grumes. Mais forcément, vous comprenez que transformer un cône ou un cylindre, on va dire, en planche de section rectangulaire, forcément, il y a des choses qui passent en copeaux ou en sciure. Voilà.
Autre enjeu, bien sûr, essayer de favoriser l'économie sur le territoire en faisant travailler nos entreprises. Je vous le disais, 55 000 emplois, 11 000 établissements qui sont concernés. Donc forcément, pouvoir garder la matière sur le territoire et par rapport justement à des questions d'export qui nous préoccupent beaucoup sur le chêne, par exemple. On va exporter les grumes sans un seul trait de scie donc sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup nos entreprises et les autorités. Et puis valorisation des bois dépérissants, alors ça on en parlera un petit peu après. Vous avez forcément des phénomènes qui touchent aussi les arbres au niveau sanitaire. Alors il y a tout l'impact du réchauffement climatique, mais ça je laisserai Florian en parler. Et puis vous avez des bois qui souffrent justement de ces sécheresses. Vous avez des bois qui souffrent comme le frêne de certaines maladies. Le frêne est touché par ce qu'on appelle la calarose, et donc qui fait mourir les arbres et donc qui nécessite quand même une transformation assez rapide et conséquente de tout ce volume de bois qui est sur pied. Alors qu'encore une fois, le bois, il peut être précieux et enfin, il y a vraiment des choses à faire avec, quoi. Voilà. Et puis le changement climatique, j'ai un peu anticipé, mais c'est forcément un enjeu majeur par rapport justement à quelles vont être nos forêts demain et quels vont être les usages des arbres qu'on va pouvoir faire pousser demain dans nos forêts. Et donc, voilà, les feuillus, c'est une ressource assez formidable. On peut en faire plein de choses. Alors, je vous ai mis quelques exemples, notamment en bois d'œuvre, mais donc, bien sûr, charpente. Il y a tout un pan d'intérêt dans la restauration patrimoniale aussi, hein. Il y a beaucoup de structures historiques, même les colombages, etc., voilà, qui sont en feuillus, en chêne, en châtaignier. Charpente en châtaignier fait fuir les araignées, comme on dit souvent. Voilà, ça parce que c'est un bois qui est très durable. D'où parfois des usages en extérieur, comme le plâtelage, par exemple, que vous voyez à côté. Voilà, ça c'est les bois feuillus, donc châtaignier, robinier, par exemple, sont extrêmement durables en extérieur, naturellement, sans traitement. Avec d'autres contraintes, mais bon, ça c'est par rapport à la nervosité, etc. Menuiserie, ça c'est un enjeu majeur aussi, hein, menuiserie en chêne notamment. Et ensuite, voilà, mobilier, acoustique, les mérins, voilà, mérins c'est pour faire les tonneaux, et donc forcément sur, on va dire le pan plutôt ouest de la région, on est particulièrement concerné avec voilà ces bois de très très bonne qualité, hein, qui sont nécessaires pour cet usage de très très haute qualité aussi. Les sabots, les étals de boucher, bon voilà, j'ai mis quelques exemples peut-être plus anecdotiques, mais qui font partie de la tradition. Et peut-être pour finir sur ma présentation, un exemple, c'est-à-dire que bien sûr, il y a tout le savoir-faire qu'on a sur les essences, on va dire un peu traditionnelles. Après, il y a beaucoup de recherches aussi pour essayer de développer de nouveaux usages avec des nouvelles essences. C'est le cas du peuplier. Peuplier, voilà, alors c'est surtout nos confrères des Hauts-de-France qui travaillent beaucoup dessus. Mais on a des applications structurelles aujourd'hui pour faire des charpentes en peuplier. C'est un bois qui pousse très vite, qui est très léger et sur lesquels, effectivement, qui peut présenter des intérêts majeurs pour les constructions. Alors, il y a plusieurs exemples en Hauts-de-France. On avait visité il y a 1 an et demi une opération, peut-être 2 ans maintenant, pardon, ça passe vite, une opération en Meurthe-et-Moselle avec un revêtement aussi tout en panneaux de peuplier. Fait par l'agence Cartini Canonica. Donc voilà, ça c'est des nouveaux usages, encore une fois, développés aussi avec des assemblages, des poutres treillis, etc. Alors ça c'est le travail des ingénieurs, on va dire, pour développer tout ça dans les bureaux d'études. Mais il y a du potentiel. Et c'est là encore sur le versant plutôt ouest de la région, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en Champagne-Ardenne où cette essence pousse de manière plus abondante. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Bien sûr, je reste à votre écoute. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si on les prend à la fin. En tout cas, n'hésitez pas. Oui, madame? Alors, oui, je vais répéter la question au micro. Est-ce que le bois noirci, donc s'il est utilisé en extérieur, tous les bois deviennent gris, effectivement. Donc, que ce soit des résineux, des feuillus. S'il n'y a pas de traitement de finition type lasure, saturateur et autres, ils vont forcément devenir gris, sauf s'ils sont protégés par un débord de toit, enfin voilà, s'il y a une exposition au soleil, à la pluie, etc., forcément, ça va devenir gris naturellement, sans que cela n'altère le matériau, à condition que le bois soit naturellement durable par rapport à l'usage qui en est fait. Voilà.
Oui, alors je crois que Florian l'aborde un petit peu après par rapport au volet normatif, notamment, qui est développé spécifiquement pour les résineux. Donc, c'est compliqué de s'adapter. Après, les feuillus sont des bois plus hétérogènes aussi. On l'a vu au niveau anatomique, il y a plusieurs types de cellules. Enfin, voilà. Et contrairement à un résineux qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus simple, entre guillemets, dans son organisation. Et même en forêt, en fait, les résineux sont plus droits. Je caricature un peu, mais des feuillus, c'est plus facilement tortueux et plus difficile d'en valoriser une matière, par exemple pour faire des poutres ou des lames suffisamment longues pour que ce soit facile à travailler à un coût acceptable aussi par le client, quoi. Voilà. Oui, Albert. Merci Albert. Donc je ne sais pas si ça a été pris au micro. Donc ouais, mais Albert qui, enfin, voilà, qu'on ne présente plus, architecte et bûcheron, rappelons-le, retraité, mais un fin connaisseur quand même. Oui, qui nous rappelait que la Petite France était majoritairement donc avec des charpentes en peuplier. Merci pour la précision. Voilà, bah écoutez, je vous propose de vous présenter les intervenants donc, qui vont nous accompagner ce soir, à commencer par Florian Bell, donc, qui est ici présent et qui est architecte ingénieur, ou ingénieur architecte, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire. Enfin, je ne vais pas vais pas vexer personne, donc j'ai dit les deux. Et donc qui va nous présenter en fait tout son travail sur la construction en bois feuillu, qui n'est pas fini parce qu'il va poursuivre sur cette thématique. Mais donc c'est lui qui va vous présenter un petit peu le fruit de son travail sur le sujet. Et puis ensuite, on aura Julien Mussier de l'agence ARA Architecture qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir et qui va vous parler de son expérience, là aussi, de l'utilisation des feuillus dans la construction et la rénovation grâce à différentes références qu'ils ont pu mener au sein de l'agence. Je salue aussi Monsieur Schnepp qui est présent dans la salle. Si jamais vous souhaitez intervenir en tant que scieur de hêtres, n'hésitez pas. Et donc bien sûr, à la fin, on aura un verre de l'amitié, le but étant aussi d'échanger autour de ces thématiques, d'échanger les cartes de visite, etc. Donc voilà, ça nous augure d'une belle soirée. Florian, je te passe la parole et te remercie par avance. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de la construction en feuillu et notamment de la construction en hêtre. En fait, j'ai réalisé mon projet de fin d'études chez Fibois Grand Est et j'ai essayé de traiter de cette problématique. Donc comme Thibault le disait, on voit qu'au fil des différentes transformations, on a de moins en moins de feuillus qui sont présents dans la construction. J'ai essayé de m'interroger pourquoi. Et donc premièrement, je suis parti des ressources présentes dans le Grand Est. Donc on voit que la première ressource présente dans le Grand Est, c'est le chêne. J'ai repris le même graphique que toi, Thibault. Et on voit que la deuxième ressource la plus présente, c'est le hêtre. Dans le cadre de mon travail, je me suis surtout attardé sur le hêtre, le chêne étant plus compliqué à valoriser, notamment avec les problématiques d'export dont Thibault a déjà parlé. Donc le hêtre, c'est une essence majeure dans les forêts du Grand Est. On voit que c'est également une essence qui est très sensible au réchauffement climatique, comme Thibault commençait à l'évoquer. Donc là, en haut, on voit c'est des cartes de compatibilité climatique. C'est des simulations qui sont faites à l'horizon 2050 pour les zones de répartition du hêtre en fonction de scénarios plus ou moins. Donc on a le scénario optimiste, intermédiaire et pessimiste. Donc sur les zones sur lesquelles le hêtre pourrait pousser ou non. On voit que globalement, c'est une essence qui est assez impactée par le réchauffement climatique. Mais après, ça reste que des simulations, donc on ne sait pas vraiment ce qui sera vraiment réellement le cas. Ce qu'on peut voir, par contre, déjà dans nos forêts, c'est qu'il y a quelques hêtres qui sont dépérissants. Donc, il y a notamment une étude qui est menée actuellement qui s'appelle Valère pour valorisation des bois issus de l'exploitation des hêtres dépérissants en région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, qui est menée par FCBA et également Fibois Bourgogne-Franche-Comté et Fibois Grand Est. Ce que révèle cette étude pour l'instant, les conclusions ne sont pas encore sorties, mais ce qu'il en ressort pour l'instant, c'est que le hêtre conserve ses propriétés mécaniques, le hêtre dépérissant, pardon. Donc le hêtre est altéré visuellement, on voit que la couleur n'est plus uniforme, mais on a un maintien des propriétés mécaniques de cette essence, même pour le hêtre dépérissant. Donc c'est assez prometteur, ça veut dire que malgré cette essence qui est quand même touchée par le réchauffement climatique, on pourra quand même la valoriser. Et en plus de ça, comme on l'a vu, c'est une essence qui est très présente dans nos forêts, donc il est d'autant plus important de la valoriser. Donc pour ce qui est des caractéristiques
de mécanique des caractéristiques de cette essence. J'ai fait court, mais on a grosso modo des performances mécaniques qui sont très élevées pour cette essence. Je reviendrai dessus un petit peu par la suite. On a des caractéristiques visuelles qui sont généralement appréciées par la population. C'est pour ça qu'on en fait beaucoup de menuiserie et d'aménagement intérieur. On a cependant un bois qui est faiblement durable naturellement, c'est-à-dire que c'est un bois qui est facilement qui peut être attaqué par des insectes xylophages ou des champignons. Mais à l'inverse, c'est un bois qui est fortement imprégnable, ce qui permet de contrebalancer et de pouvoir réaliser des traitements. Et enfin, on a un bois qui a une faible stabilité dimensionnelle, c'est un bois assez nerveux. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu les produits qui existent actuellement dans la construction, qui sont hêtres plutôt en bois d'œuvre. Donc, on a le lamellé-collé. C'est la même technologie que le lamellé-collé en résineux. Cependant, il a quelques différences dans sa fabrication. Je reviendrai dessus par la suite. Mais on voit qu'ici, on a une sorte de damier qui est présent, qui vient donc de son process de fabrication. Je reviendrai dessus par la suite. Il y a également un deuxième produit qui est fortement utilisé et connu, c'est le LVL, le multipli, donc qui lui a l'avantage de proposer un produit extrêmement résistant et qui est un produit donc qui est issu d'un bois qui est déroulé. Puis ensuite, on a donc les fines feuilles de hêtre qui sont par la suite collées pour pouvoir donner des panneaux ou des poutres. Donc, le hêtre dans la construction. Donc actuellement, on le voit, c'est peu utilisé. Julien, par la suite, nous présentera les projets qui montrent que c'est possible. Moi, cependant, on a quelques projets qui sont possibles, beaucoup portés par votre agence, mais c'est actuellement pas très courant comme utilisation. Et moi, j'ai essayé de voir un petit peu, dans le cadre de mon travail, pourquoi on n'avait pas une massification de l'usage du hêtre dans la construction. Donc, premièrement, je me suis demandé si cela venait d'un problème mécanique. Et donc, j'ai essayé d'analyser ses propriétés mécaniques et physiques. Donc là, c'est un tableau de comparaison qui compare les principaux feuillus et les principaux résineux et qui met donc le hêtre en référence. On s'aperçoit que tout d'abord, les caractéristiques mécaniques donc, qui sont dans la partie inférieure du tableau, le hêtre est tout le temps dans le haut du classement et il possède ainsi d'excellente qualité mécanique. On s'aperçoit aussi cependant que le hêtre a des plus mauvaises propriétés physiques, notamment avec sa masse volumique qui est très élevée et ses différents retraits qui sont également élevés. Si on fait le même exercice en mettant cette fois-ci l'épicéa en référence, largement utilisé dans la construction, on s'aperçoit que certes, il possède une bonne masse volumique, mais sinon ses caractéristiques mécaniques sont assez mauvais globalement. Ce que montrent ces deux tableaux, c'est que les caractéristiques mécaniques et physiques du bois ne dictent pas l'usage et on ne construit pas actuellement en résineux parce que le bois est meilleur. Donc, c'est donc pas un problème mécanique qui dicte l'absence de hêtre dans la construction. Une des autres hypothèses que j'ai fait, c'était un problème normatif. Donc, ça a pu être le cas à une certaine époque, mais actuellement, c'est moins vrai. Pour pouvoir utiliser des sciages dans la construction, il faut actuellement que les sciages aient un marquage CE. Et une des techniques les plus utilisées pour pouvoir faire ce marquage, c'est un classement mécanique par méthode visuelle. Et donc, depuis 2017, FCBA a réalisé une campagne de normalisation de cette essence qui permet de pouvoir obtenir ce classement visuel des sciages. Ce qu'on remarque, donc, il propose deux combinaisons pour le classement au choix des scieurs. Ce qu'on remarque principalement, c'est que dans les deux cas, on a plus de la moitié des sciages qui sont soit en D35, soit en D40, ce qui est donc des caractéristiques mécaniques très élevées. Donc on arrive bien à ce que je disais avant, c'est un bois extrêmement résistant.
un des problèmes auxquels on peut être confronté actuellement, c'est que les eurocodes, ils ont été créés avec une approche semi-probabiliste, c'est-à-dire une approche qui mêle à la fois de la théorie, mais également de l'expérimentation pour pouvoir trouver certains coefficients. Et la majeure partie des expérimentations ont été réalisées sur du bois résineux, ce qui crée des facteurs souvent défavorables pour les bois feuillus et notamment pour le hêtre. Cependant, on ne peut pas réellement dire que ce soit à cause de ça que les bois feuillus sont moins utilisés, parce que les bois feuillus étant beaucoup plus résistants, ça permet de pallier ces facteurs défavorables, mais il serait intéressant de continuer à mener des travaux de recherche pour pouvoir utiliser au mieux ces bois, c'est-à-dire en ajustant ces facteurs. Et d'ailleurs, c'est en cours. Donc, une des autres hypothèses que j'ai fait pour est que le problème serait économique. Donc, la réponse est en partie oui. Mais en fait, pour pouvoir valoriser au mieux le hêtre, ce qui semble intéressant, c'est d'utiliser du hêtre de qualité secondaire. C'est un hêtre qui actuellement est peu utilisé, qui est plutôt destiné au bois énergie. Donc là, ça pourrait être intéressant de le valoriser pour pouvoir l'utiliser en bois d'œuvre. Et donc, on a plutôt des sections qui seront faibles et des bois courts. Donc pour ça, on peut avoir différentes stratégies pour valoriser ces bois courts et de faibles sections. Soit on peut les utiliser tels quels en bois massif et pouvoir créer des structures qui le permettent. Soit on peut les abouter, les coller. Et donc c'est par exemple ce que proposent les différents fabricants de lamellés collés. Donc ce process de lamellés collés, il est réalisé par deux entreprises en France. En France et pays frontaliers, du coup. Il y a une entreprise en Normandie qui s'appelle Manubois, et il y a également une autre entreprise qui en propose à proximité qui s'appelle Fagus et qui est installée en Suisse. Ce qu'on remarque dans le process de fabrication du lamellé collé de hêtre, c'est qu'un pré-débit est déjà réalisé, ce qui permet de purger les nœuds et les imperfections du bois. Ils sont ensuite aboutés. Et ensuite, ces différentes pièces sont panotées de façon à recréer des lamelles qui sont ensuite collées. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'on a une étape en plus par rapport aux lamellés collés en résineux où on n'a pas cette étape de panotage. Donc c'est à la fin un produit qui ressort plus cher. En plus d'avoir des étapes supplémentaires, c'est un produit qui n'est pas permis, qui actuellement ne respecte pas la norme qui régit les lamellés collés, la EN 14080, où en fait le fait de panoter n'est pas permis dans cette norme. Donc les différents fabricants ont des certifications qui leur permettent de pouvoir vendre ces produits dans le commerce, mais on a un frein, c'est toujours plus compliqué quand la norme ne va pas dans ce sens-là. Et c'est faisable. Donc là, je choisis de vous parler d'un petit exemple j'essaie de voir un petit peu et je vais vous parler des différents marchés qui sont prometteurs pour la construction en hêtre. Donc ça, c'est un exemple de la tour Wood Up. C'est une tour à Paris de 17 étages avec 15 étages qui sont construits en structure hêtre, qui sont dans le 13e. Et donc là, c'est le bois lamellé collé a été fourni par Manubois par un transport fluvial depuis la Normandie. Donc, si on regarde un petit peu la structure, on a effectivement des poteaux intérieurs qui sont en hêtre. Après, on a des poutres qui sont en épicéa et les poutres extérieures qui sont en Douglas. Ce qu'on peut mettre en avant sur ce projet, déjà, c'est qu'ils ont obtenu l'autorisation des pompiers de Paris pour laisser une structure visible dans ce bâtiment, qui est un bâtiment de 4e famille. Donc pour ça, ils ont réalisé des essais au feu et ils ont eu les autorisations alors qu'on était déjà dans les débats avec les pompiers de Paris sur leur nouvelle doctrine. Ce qu'on peut voir sur ce projet-là,
c'est qu'en fait, le fait de passer en structure hêtre par rapport à la variante de base qui était en résineux permet une réduction de la section. On passe donc de 173 mètres cubes de bois initialement prévu à 118 mètres cubes de bois mis en œuvre. Cette réduction du volume de bois, elle permet de presque absorber le surcoût lié à la matière première. Donc on voit que le prix au mètre cube est plus élevé, mais on obtient seulement 0,5% de surcoût en passant en variante hêtre. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette réduction de section, elle crée également de la surface qui peut être vendue. Et là, sur l'ensemble de la tour, ils ont réussi à gagner 20 mètres carrés, qui est une surface qui pourra également être vendue, et dans un contexte parisien, vendue cher. Ce qui permet donc de pouvoir largement être rentable sur cette variante. Donc, ce qu'on peut en retirer, c'est que les poteaux en hêtre peuvent être vraiment intéressants, notamment par leurs caractéristiques mécaniques importantes, et donc dans des situations où les poteaux sont fortement sollicités, donc plutôt sur des immeubles de grande hauteur. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que là, on a eu, je disais, on a 118 mètres cubes de hêtres qui ont été mis en œuvre, et une ligne de production de la mêlée-collée, Fagus, ensuite, c'est environ 5000 mètres cubes par an. Ça voudrait dire à peu près 40 tours, comme le wood up. Donc, ça ne peut pas constituer l'unique marché qui pourrait faire vivre donc, un lamelliste, parce qu'il faudrait donc 40 tours en hêtres neuves par an pour une seule ligne de production. Il faut qu'on trouve d'autres marchés. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. On a vu avant que les poutres étaient réalisées en épicéa. Je me suis interrogé si ces poutres, on pouvait les réaliser en hêtres et surtout si c'était pertinent. Si on regarde, donc si on prend une poutre, c'est une poutre en flexion sur 2 appuis, donc c'est une poutre basique, et que cette poutre, si elle est dimensionnée donc à l'ELS, c'est-à-dire qu'on va comparer la flèche qui sera générée par le chargement sur cette poutre, avec des hypothèses égales, on s'aperçoit qu'entre une poutre en épicéa et une poutre en hêtre, on gagne que 8% de la hauteur sur la poutre. C'est beaucoup de chiffres, mais la conclusion arrive. Ces 8% de hauteur, on voit que je disais que les hypothèses étaient égales dans ce calcul. Or, comme je l'ai dit tout au début, la masse volumique du hêtre est largement plus importante que celle de l'épicéa. Ça veut dire qu'on aura plus de poids propre. Ça veut dire que les charges sont plus importantes sur le hêtre. Donc, ces 8% seront amenés à réduire. En plus de ça, on a un produit qui est plus cher, comme on l'a vu. Donc, on peut voir que l'utilisation dans cette modélisation en tant que poutre isostatique est assez peu intéressante en hêtre. Donc, ce n'est pas forcément sur ce marché qu'il va falloir développer le hêtre. Cependant, le hêtre il peut également être intéressant dans des chantiers en réhabilitation. Julien nous en reparlera par la suite. Notamment, c'est une essence qui est très sensible au risque d'humidité et la réhabilitation peut permettre de mieux gérer le risque d'humidité en phase chantier. Mais je ne m'attarde pas sur ce projet. Donc, si on fait un petit résumé de ce que je viens de dire, on voit que la construction en grande hauteur est très intéressante. Il y a d'autres sujets dont je n'ai pas vraiment parlé, mais par exemple, la façade rideau, c'est également un produit qui est proposé actuellement par Manubois pour faire des épines, les montants verticaux de la façade rideau. Et sur ce produit-là, ils arrivent à être concurrentiels par rapport à des épines réalisées en construction métallique. Cependant, encore une fois, c'est un marché de niche et il y a peu de volume, donc ça ne peut pas suffire comme marché unique. Là, je parlais également de rénovation, réhabilitation et différentes stratégies pour le développement de l'usage du hêtre. Donc, bien sûr, le laisser visible, ce qui permet de potentiellement pouvoir justifier un surcoût. C'est une essence, comme je le disais, qui est fortement appréciée, en général pour ses caractéristiques visuelles. Et également le mettre dans les usages dans lesquels il est approprié, parce qu'on a vu que ça pouvait même être rentable donc dans le cas du wood up à Paris. Donc voilà, et enfin, créer de nouveaux produits adaptés à l'essence, parce qu'actuellement, la norme et les produits de construction, les techniques de construction ont été créées pour les résineux.
il est important de ne pas essayer de les calquer et de faire la même chose en Feuillus. A priori, ce ne sera pas forcément très intéressant, donc il faut essayer de continuer à faire de la recherche et de trouver quelles sont les techniques les mieux pour pouvoir valoriser ces essences. Je vais vous présenter maintenant quelques pistes d'innovation et d'amélioration qu'on pourrait faire pour pouvoir valoriser donc cette essence. Ce qui est possible, c'est, donc je reprends l'exemple des poutres, ce serait de travailler sur un lamellé collé panaché entre les essences, parce que les résineux ont l'avantage d'être légers et d'être pas chers. Le hêtre a l'avantage d'être très résistant. Dans une poutre qui travaille en flexion, on a seulement les membrures supérieures et inférieures qui travaillent, donc c'est à l'image d'un IPN en construction métallique. Et l'âme de la poutre a seulement un rôle d'écarteur pour pouvoir apporter de l'inertie et ne nécessite pas de réelles caractéristiques mécaniques. Donc on pourrait associer ces deux produits pour permettre de créer un produit qui allierait le meilleur des deux mondes. Bon, c'est pas encore permis par la norme, mais peut-être qu'un jour ça le sera. Et on pourrait réaliser la même chose en réalisant un écartement qui soit réalisé soit par un panneau, soit par des pièces métalliques. Une des choses qui est aussi possible de faire grâce au hêtre, c'est de réaliser des assemblages qui mettent en avant les caractéristiques mécaniques du hêtre. Je vous ai ramené un petit exemple. Donc c'est l'assemblage par picot, par exemple. Donc c'est un assemblage qui a été créé et développé par l'Enstib à Épinal. Donc c'est un assemblage qui permet en fait grâce à des rainures qui sont réalisées dans le bois, de pouvoir assembler deux pièces de bois et en se passant de connecteurs métalliques. L'assemblage tient donc par la résistance au cisaillement du bois. Donc vous pourrez essayer pendant le faire d'amitié si vous voulez. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un écho. Donc on peut voir aussi l'impact que ça peut avoir sur l'architecture. Avec, je ne sais pas si c'est normal, Nico. Donc avec ces rainures qui apparaissent dans les différentes constructions. On peut également voir donc en haut à droite que cette technique permet de pouvoir rivaliser avec un lamellé collé réalisé en épicéa, il me semble, en résine en tout cas. Donc c'est une technique qui permet également de valoriser des sections courtes et des petites sections et des sections courtes, donc ce qui est très intéressant. Il y a différents usages hors de la construction, mais Julien en parlera après, il me semble aussi, comme le hêtre en bardage, avec donc là une technique avec du hêtre traité haute température, ce qui permet de lui donner cette durabilité. Donc pour conclure, on peut voir que la valorisation de l'usage du hêtre dans la construction, c'est un problème qui est multifactoriel. On a plein de pistes pour pouvoir aider vers cette valorisation, que ce soit trouver les bons marchés, continuer à développer les normes, pouvoir sensibiliser les gens, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible et il faut y aller. Merci. L'assemblage par picot, ça marche pas ici? Ça marche. Comment consiste-t-il exactement? J'ai pas compris. Comment consiste exactement l'assemblage par picot? Alors, je vais vous faire la démo. En fait, on a différentes rainures. Et donc là il y a une pièce mâle, une pièce femelle. On peut avoir aussi un assemblage qui est beaucoup plus simple. De quoi? Là, on voit qu'on a différentes rainures. Là, c'est quelque chose l'assemblage peut être moins complexe, comme ce qu'on voit à l'écran. Ah bah, on ne voit plus à l'écran. Je vais revenir. Là, eux, ils ont mis côte à côte des planches qui sont usinées plus simplement. Là, c'est directement les planches qui sont usinées dans la même planche. Mais on voit qu'on a des pièces mâles, des pièces femelles. Donc, si on les met juste comme ça, on a une transmission des efforts qui est possible, mais seulement dans ce plan-là, en permettant ici la translation. Et quand on les met
comme ça, en croisée avec donc des picots et des rainures dans des sens perpendiculaires, on arrive à avoir une transmission de l'effort qui est intégralement réalisée par les picots. On a seulement du maintien en position qui doit être réalisé. Donc, ça peut être à l'aide d'un vis métallique. Quoi? Oui, exactement. Mais sauf qu'on passe... voilà, c'est ça. Mais avec beaucoup moins de pièces nécessaires. D'autres questions? Est-ce que ça vaut le coup de réaliser tous ces investissements et toutes ces innovations pour une ressource qui sera probablement pas renouvelée dans le temps, vu que on peut pas, enfin, les hêtres sont pas replantés? On peut. On a encore, les hêtres continuent d'exister pour l'instant. Et dans tous les cas, je pense que personne ne peut vraiment dire sur ce qui se passera dans 50 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une ressource qui est là. On voit que c'est une grande partie de la forêt qui est constituée de hêtres, donc ce serait dommage de se passer de cette ressource ou de l'utiliser en bois énergie alors qu'on peut en faire de la construction. C'est un super bois. Et les process de fabrication pourront aussi être appliqués a priori à d'autres feuillus. Donc c'est important de pouvoir continuer à faire de la recherche là-dedans, qui pourra être valorisée si ce n'est pas pour le hêtre dans 100 ans parce qu'il n'y en a plus. Et je ne sais pas, a priori, on ne sera plus là pour le dire. Mais ça pourra être utilisé pour d'autres feuillus et c'est le plus important. Une autre question? On a parlé de la France, mais est-ce que dans d'autres pays européens, il y a par exemple du recul, des constructions comme celle-ci, des expériences qui ont été faites? Donc déjà tout ce qui est au niveau des normes, c'est plutôt fait à l'échelle européenne souvent. Enfin, il y a une harmonisation qui est réalisée. Pour ce qui est de l'expérience de construction, là typiquement cet exemple, on est en Suisse où ils ont pour le coup ils le mettent plus souvent en œuvre, notamment il y a plein de facteurs, mais il y a également plus d'immeubles grande hauteur qui sortent du territoire. Et on voit que donc Fagus a priori plus de facilité, par exemple, en Suisse, à proposer ce type de produit par rapport à Manubois en Normandie, où le marché existe, mais est plus compliqué à trouver. Le problème de la variation dimensionnelle, qui est un défaut par rapport aux autres bois, aux essences, c'est que je vous ai abordé leur premier tableau. Oui. Et fonction de quoi? De la température, de l'humidité? La stabilité, c'est ça? Non, la variation dimensionnelle du produit. Alors, je ne suis pas expert du domaine, mais c'est surtout par rapport au taux d'humidité, il me semble. Je pense que vous pourrez... Très bien. On a la consommation. Ouais, si vous voulez compléter. Très bien, ok. Donc, pour me présenter, donc je suis Alexandre, dirigeant de la scierie équestrier de Steimbourg, donc scierie de hêtres. Donc j'ai fourni en fait les planches pour que Florent puisse faire sa maquette. Et Conny, par rapport à du hêtre, en fait, on disait là sur les propriétés, on va dire, c'est beaucoup l'humidité, hein, mais Conny, nous, on va travailler beaucoup, on va dire, sur le bois sec. Donc justement, ces contraintes, on va dire, dimensionnelles, elles vont être réduites parce que les clients ne vont pas venir acheter un bois brut, hein. Ils vont venir acheter un bois déjà séché. Et c'est vrai qu'après, Conny, pour les différentes contraintes, il parlait avant de Fagus, Manubois. C'est les clients qu'on connaît très bien, vu que j'ai fourni les deux usines. Là-dessus, en fait, on les a. Sur la Suisse, ça marche beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un aspect environnemental qui va rentrer dans les chantiers. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il y a une classification au niveau des normes on va dire, du CO2 et des déplacements. Donc, sur des chantiers, ils préfèrent prendre du hêtre parce que c'est une essence locale plutôt qu'aller prendre du résineux. Pour faire le paradoxe en France, c'est la même chose. On l'a vu avant. On récolte beaucoup de résineux. Par contre, c'est peut-être quoi? C'est peut-être 20% ou 25% de tout le résineux qu'on a besoin qui est français. Le reste, il est importé. C'est ce qu'il faut savoir. Le hêtre, par contre, moi aujourd'hui, je suis le numéro 1 français dans le hêtre. Moi, je vais exporter 90% de mes produits sur le grand export. Donc globalement, partout au monde, hein, que ce soit de la Chine, les Émirats, le Maghreb et autres, et toute l'Europe. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qui est aujourd'hui, les enjeux ce qu'on a beaucoup, c'est tout ce qui est respecter l'environnement, le CO2, l'impact carbone. Donc là-dessus, c'est là qu'il faut qu'on travaille. Si on veut vraiment travailler sur l'impact carbone, il faut qu'on travaille sur les essences qu'on a chez nous.
pour en parler sur la question avant, sur les études, bon, je les ai aussi. Si aujourd'hui je fais les études, j'arrête tout de suite mon usine et j'arrête sur le hêtre. On le voit sur le dépérissement, on l'a vu sur les 2 dernières années. Il y a eu pas mal de sécheresse là-dessus, donc il y a eu des dépérissements. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on n'en a plus du tout, quoi. Donc, ce qu'on a aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le hêtre, en fait, c'est un arbre qui pousse naturellement. On ne fait pas dire que c'est une mauvaise herbe de la forêt, mais quasiment ça pousse, voilà, comme là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le replanter pour que ça vienne pousser. Mais globalement, aujourd'hui, quand un hêtre va pousser aujourd'hui, il va aller directement chercher la ressource d'eau qui peut être à 4-5 mètres là-dessus. Il y a 80 ans, parce qu'un hêtre, ça se récolte entre 80 et 100 ans, l'eau était quasiment à ses pieds. Donc forcément, il avait un système racinaire assez plat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des grosses sécheresses, des arbres qui ont 80 ans, c'est comme nous, des êtres humains. Quand on commence à devenir âgé, on n'a plus la force nécessaire d'aller rechercher l'eau. Par contre, les nouveaux êtres qui sont là aujourd'hui, qui sont plantés ou qui sont là, vont aller chercher ça. Donc c'est pour ça que, à voir sur les études, voilà ce qu'on nous dit, que comme quoi le hêtre va disparaître. Voilà, je suis un peu sceptique par rapport à ça, mais regardez quoi. Mais voilà, mais c'est vraiment aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut voir, c'est vraiment sur l'impact carbone qu'on veut donner. De dire aujourd'hui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on importe beaucoup de résineux pour pallier la construction française, alors que globalement, on exporte beaucoup de hêtre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a vu, on ne peut pas le faire de façon brute. Aujourd'hui, quand on va scier un résineux, globalement, on va sortir une section brute qui va sortir là. Nous, dans le feuillu, on est obligé d'avoir différents procédés de fabrication pour pouvoir faire ce truc-là. Mais c'est possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a aujourd'hui 2 entreprises qui testent ces solutions-là. Le but, après, c'est de pouvoir massifier. Le jour où on massifie, on peut mettre des industries, on peut mettre des process. Et là, en termes de coûts, on sera aussi beaucoup plus compétitif. Aujourd'hui, c'est des exemples qu'on fait. Donc forcément que le coût est assez important parce qu'on a beaucoup de choses. Mais si demain le procédé arrive et qu'on est dessus, on est capable de pouvoir massifier, on va dire, parce qu'on a différentes usines en France, pour massifier le process et diminuer aussi les coûts. Donc là, on deviendra encore plus rentable que sur ce qu'on a. Juste pour compléter un petit peu. Merci. Il y a une question là-bas, devant. Je vais être un peu provocateur 2 fois. La première fois, il se trouve que j'ai représenté la profession d'architecte au comité central de la forêt française. Et la première fois qu'on a parlé de la forêt qui migre, la forêt de hêtre qui disparut sur les Vosges, c'était présidé par Julien de Normandie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un exploitant de pin des Landes. Ça, c'est la première provocation. La deuxième, les normes. Les normes sont pilotées par les assureurs. Vous le savez, ça. Et la France, les assurances françaises prospèrent sur la garantie décennale, qui n'existe pas en Suisse. C'est pour ça qu'en Suisse, on peut construire en S, et en France, c'est un peu plus difficile. Voilà. J'arrête de provoquer. Merci. Non, je pense que c'était clair. Oui, attendez, je voulais demander quel âge ont les arbres que vous devez abattre pour les utiliser pour la construction, globalement? L'âge des arbres qui sont abattus pour la construction. Je pense que vous. Voilà, je pense que vous. Est-ce que, comme j'expliquais en fait avant, globalement sur le hêtre, après que ce soit bien du hêtre et tout, nous sur les feuillus, c'est des arbres qui vont avoir entre 80 et 100 ans, globalement, parce que nous on est en train de traiter. Après, il y a toujours une partie, il y a des coûts de régénération aussi. Les arbres sont plus tôt, mais on va dire en moyenne, on va dire ouais, sur 80 ans, à peu près. Est-ce que lorsqu'on fait des coupes dans la forêt, est-ce qu'on replante les arbres? Parce que finalement, à force de couper, si l'arbre met 100 ans à grandir. Je ne suis pas expert en gestion forestière. Je pense que M. Chef va pouvoir l'avoir. Mais... Ah, mais comme dit, pour faire l'explication, c'est ce qu'on disait avant. Je vous disais, en fait, le hêtre, pas dire qu'on appelle, c'est vulgaire ce que je vais dire, mais pas dire la mauvaise herbe de la forêt, mais globalement, ça repousse assez facilement. Aujourd'hui, ce qu'on reproche beaucoup à l'industrie de la forêt, c'est justement de faire des coupes rases.
Quand je parle de coupe rase, c'est quoi? C'est quand on fait justement de la forêt de plantation, qu'on fait beaucoup dans le résineux, qui est exploité au bout de 20-25 ans. On va couper et donc en fait, on va avoir des pans de forêt qui vont être totalement à nu. Et donc là, tous les écologistes vont venir nous voir en disant attendez, vous êtes en train de raser toute la forêt. Le feuillu, justement, l'avantage, c'est que forcément, c'est une naissance qui se renouvelle, mais de façon beaucoup plus lente. Et là, globalement, on va pouvoir utiliser les arbres au fur et à mesure. Le but, c'est pas de faire des forêts de plantation de hêtres et de les couper. C'est justement de pouvoir l'utiliser. Mais comme on l'a vu dans les différentes diapositives, c'est une essence qu'on a, qui est ici, qu'on exploite depuis toutes ces années. Aujourd'hui, ces arbres-là sont coupés, mais à destination de l'export, pour faire globalement de la menuiserie. Donc aujourd'hui, c'est juste de trouver un nouveau procédé, de se dire, au lieu de les exporter pour aller en Chine, pour aller aux Émirats, pour aller n'importe où, gardons-les chez nous en France et faisons quelque chose d'autre avec. C'est ça en fait. C'est pas que globalement on va couper plus d'arbres, quoi. Juste une remarque avant Albert, et puis après on passera à la dernière présentation. Juste pour rappeler que la forêt française est en accroissement chaque année, et qu'aujourd'hui, la forêt française, c'est environ 17 millions d'hectares. Je parle des forêts métropolitaines. Il y a 2 siècles, c'était la moitié. C'était à peu près 8 millions et quelques. Donc il y a un principe de gestion durable qui impose qu'il y ait une replantation ou une régénération après une coupe. Et ce qui fait que, autre chose très importante, c'est qu'on ne prélève jamais plus que ce qui pousse chaque année. Donc il y a toujours une part du gâteau, on va dire, qui reste. Chaque année, ça pousse et on va prélever une partie de ce qui pousse chaque année. Donc on ne touche jamais au capital. Ça, c'est vraiment un principe de gestion durable. Albert, une dernière remarque et puis on va passer à l'intervention de Julien. Oui, la différence d'exploitation forestière entre le résineux et le hêtre, par exemple, ça se situe aussi la manière dont il est récolté. Les résineux, c'est du harvester, donc c'est de la machine qui rase tout, alors que le hêtre est abattu par des professionnels, par des bûcherons. Voilà. Ça a aussi une petite importance. On va faire un discours que là-dessus, mais c'est vrai que alors, je suis pas forestier, mais en fait, ouais, c'est plutôt, je pense que c'est le mode de plantation qu'on a fait. Si aujourd'hui, comme dit, on essaye avec l'ONF justement d'avoir des forêts plutôt mixtes. On a vu avant que c'était pas le cas aujourd'hui. Si on fait un mix de forêts avec différentes essences, c'est quoi? C'est pour avoir un couvert forestier tout le temps. On parlait avant de sécheresse, des choses comme ça. Forcément, si on met une forêt à nu, on voit très bien que le soleil va venir et tout ce qui est en périphérie de cette coupe rase va aussi être affecté. Alors que si on arrive à garder le couvert forestier en disant bah, tiens, un résineux au bout de 25 ans, on va le couper, mais par contre, il y a encore des feuillus, des hêtres, des chênes, des frênes qui sont là et qu'on va abattre au fur et à mesure, on va pouvoir garder ce couvert forestier. Par contre, dans ces forêts mixtes, là, on ne pourra plus forcément rentrer avec des machines, se dire on coupe tout en une seule fois, quoi. Donc là, oui, ça sera plus un travail de bûcheron, d'abattage, de débardage, voilà. Mais aujourd'hui, comme dit, on a une autre problématique. J'en parlais avant avec Cédric. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le problème de la météo. C'est-à-dire que nous, ça fait un an et demi qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et il pleut trop. Parce que justement, on n'arrive plus à rentrer dans les forêts pour pouvoir justement couper les arbres et surtout les sortir sans faire des ornières de 1 mètre dans la forêt où tout le monde va nous tomber dessus également. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Mais ça, c'est plutôt les modes de plantation qu'on doit diffuser. Si on fait des forêts de plantation comme on parlait avant des pins des Landes, c'est sûr que là, c'est des arbres qui sont alignés. Donc là, on peut tous les couper derrière. Alors que des forêts mixtes ou de feuillus, c'est globalement des forêts, on va couper un arbre 1 sur 3 sur 4 qu'on va venir exploiter. Donc la gestion est complètement différente. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vous propose de continuer. Merci à Florian pour sa présentation très intéressante. Et puis merci pour le débat qui s'ensuit. Et donc, pour finir, je laisse la parole à Julien Mussier. Merci encore de ta présence. Il va vous présenter d'autres projets très concrets sur lesquels il a travaillé. Et puis, on pourra poursuivre encore avec quelques questions avec la salle. Merci. Merci. Bonsoir. Alors moi, je vais vous présenter des projets concrets et construits sur les 10 dernières années qu'on a pilotés au sein de l'agence AA. Une petite illustration, ça c'est un des bâtiments, c'était mon premier chantier que j'ai fait il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est la Damascine, donc un bâtiment qui est sur Montbéliard, qui n'est pas en hêtre ni en feuillu, mais c'est le premier bâtiment en France isolé en bottes de paille. Donc j'ai en fait commencé ma carrière en m'attaquant sur des chantiers un petit peu innovants et surtout en attaquant des chantiers avec un contexte réglementaire
très limité, puisqu'à l'époque, la Propaille n'existait pas. Le bâtiment-là a été livré en 2010. Ouais, il y a des trucs qui ont sauté, je crois. Il y a des trucs qui ont sauté par rapport à ce que je t'ai envoyé, ouais. Bon, je voulais faire une petite présentation de l'agence. Donc, nous, on est une agence vosgienne. On est basé à Saint-Nabord, à côté de Remiremont. On est une dizaine de personnes. Et on est en fait au pied du massif des Vosges. Donc, on est depuis. Enfin, moi, ça fait 16 ans. Ouais, bien tassé que je suis là-bas. Et on est toujours sur une approche territoriale. Donc, étant au massif des Vosges, construire en bois nous paraît naturel, et notamment l'utilisation de bois locaux. Donc, une réflexion sur la manière de construire, l'exigence de construire, le détail, mais aussi de la provenance, le gisement, la ressource. Et donc, sur la majorité des projets qu'on a réalisés, on questionne également d'où vient le bois, et on est aussi en capacité de piloter sa transformation en allant en forêt jusqu'à la mise en œuvre sur chantier. J'ai réalisé il y a maintenant 5 ans avec un confrère et ami architecte, Mathieu Fuchs, un livre qui s'appelle Construire avec le bois, qui est en fait une réédition d'un livre qui a été édité en 98 par Dominique Gozin-Muller, qui présente en fait toute l'évolution en 20 ans de la construction bois, et on travaille actuellement sur une réédition puisque les choses bougent, et notamment l'intégration de ce qu'on va voir, la construction des fûts. Je vais vous présenter 4 projets. 4 projets avec la première qui est l'expérience du périscolaire de Tendon. Donc c'est une opération qu'on a livrée en 2012 qui a fait l'objet de 4 ans d'études et de construction. Là, en fait, chaque projet que je vais vous présenter, c'est un petit peu aussi l'histoire d'une rencontre. Alors, c'est pas que l'architecte ou le maître d'œuvre ou le bureau d'études bois qui porte l'opération, c'est aussi en fait un travail d'équipe, et c'est surtout la conviction et le binôme que forme aussi la maîtrise d'œuvre avec son maître d'ouvrage. Donc là, l'opération de Tendon, c'est une opération avec plusieurs bâtiments, puisqu'il y a eu la halle également qui a été faite en 2014, et il y a une extension qui est en cours d'étude au sein de l'agence. Mais le premier volet de cette opération, donc, c'est le périscolaire. Périscolaire qui est un bâtiment R+2. Qui, en fait, l'opération de cœur de Tendon a été copilotée par un organisme qui s'appelle le Codifab, qui a permis d'apporter des moyens sur la recherche autour de la valorisation du bois local. Donc, les 3 opérations qu'on est en train de faire à Tendon va à chaque fois valoriser le bois local. Et M. Clément, maire de Tendon, quand il s'est fait élire, il avait donc l'ambition d'utiliser ces bois communaux pour pouvoir construire. Et il avait 2 gisements principaux. Le premier, c'était le Douglas, donc un bois, on va dire, avec des belles propriétés et surtout une belle destinée, et puis aussi pas de problème pour une valorisation. Et il avait surtout un gisement assez important de hêtres qui, depuis la tempête de 99, a totalement perdu de la valeur. Et c'était un peu son drame, c'était de voir un bois de qualité partir en bois de chauffage. Donc le parti pris, puisque dans le premier volet de Cœur de Tendon, on a pu bénéficier de l'organisation d'un comité de pilotage autour de l'opération qui permettait de mettre autour de la table tous les acteurs de la filière. Et il faut se remémorer, on était en 2009, on connaissait tous les métiers de chacun, le scieur, l'exploitant forestier, l'ingénieur bois, le charpentier, l'architecte, et j'en oublie. Mais on ne se parlait pas et on ne se côtoyait pas. Et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un exploitant forestier et scieur présent dans la salle, parce qu'en fait, c'est des choses qui n'existaient pas il y a encore 15 ans. Et aujourd'hui, on a pris conscience qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a besoin de comprendre comment vous travaillez, comment on travaille pour pouvoir en fait tirer la filière, porter la filière et puis démontrer des projets innovants. Donc l'opération Tendon,
M. Clément avait envie de valoriser ce hêtre communal. Et donc, avec le laboratoire Cri de Bois à Épinal, on a pu déterminer en fait une caractérisation du bois qu'on avait à disposition, de notre lot. Il faut se remémorer par rapport à ce qu'a dit Florian, c'est qu'à l'époque, le hêtre n'était pas un matériau de construction, il n'y avait pas de normes. Donc, pour pouvoir utiliser du bois, il fallait qu'on définisse ses propriétés, donc à la fois les propriétés structurelles, les propriétés intrinsèques et surtout les propriétés dimensionnelles. Je vous ai mis un petit schéma là par rapport au pilotage de la ressource, j'y reviendrai après. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, attendons, donc on est un village qui est entre Épinal et Gérardmer, donc on commence à être dans le massif et on a quelques hêtres. Et c'est du hêtre vosgien, c'est du hêtre nerveux, tortueux, mitraillé, donc du hêtre qui a pas mal de défauts, on va dire, mais aussi c'est ce qui marque un petit peu sa spécificité. Et à travers l'étude qu'a menée le Cri de Bois, ils nous ont testé les caractéristiques structurelles, donc on savait les résistances qu'on pouvait intégrer dans du calcul, mais surtout, ils ont pu intégrer les limites dimensionnelles du matériau. C'est-à-dire que là, on parle de hêtre nerveux, tortueux, on n'avait pas des grands arbres qui nous permettaient de faire des très grandes portées, ou en tout cas, on n'avait pas de pièces initiales de très haute valeur ajoutée, enfin de très haute qualité. Donc, on a dû travailler avec des pièces de hêtre qui faisaient à maximum 1,20 m de long. On avait des planches qui faisaient maximum 15 à 20 cm de large et on travaillait sur une épaisseur, alors je parle de dimension brute, autour de 50 mm maximum. Donc, ça nous a permis de nous donner un cadre, des données d'entrée autour d'un matériau que on avait choisi d'utiliser ce hêtre-là, mais en fait, c'est ce matériau qui imposait ces conditions de conception. Donc, à partir de ces éléments, nous, on a travaillé pour pouvoir sortir des produits. Donc, je reviens sur la problématique pilotage matière, parce que ça, c'est une donnée qui est importante à chaque fois, c'est que dans quel contexte on va se situer. Là, ce que je cherche à vous expliquer, c'est qu'on ne va pas chercher un matériau c'est pas l'architecte qui va choisir le matériau, c'est le matériau qui va s'imposer. Et pour ça, il faut pouvoir le travailler et le comprendre. Donc, ça nécessite, au niveau du pilotage de la matière, un engagement de chacun. Donc là, je vous ai mis le rôle du maître d'ouvrage qui, lui, a géré tout ce qui était exploitation forestière et sillage. Nous, on est intervenu en pilotage sur l'ensemble de l'opération avec les bureaux d'études pour pouvoir définir les produits qu'on souhaitait. Et après, donc, on a fait, il y a eu 2 entreprises donc, en Syrie pour faire la première transformation en Syrie, séchage, et la seconde transformation gérée par le charpentier. Et tout ça, on a eu cette chance-là sur cette opération d'être suivi par un comité de pilotage qui nous a permis d'avoir les moyens, on va dire, scientifiques pour pouvoir caractériser notre ressource. Mais cette approche-là était uniquement destiné à notre lot. Donc, tout ce qui était donné, en fait, réalisé par le bureau d'études était uniquement applicable pour le lot destiné au périscolaire. J'ai mis une petite photo. Donc, on était sur 70 mètres cubes bruts exploités, pour 70 mètres cubes nets mis en œuvre dans le bâtiment. Alors, pour simplifier les choses, on a fait un bâtiment simple. Donc, c'était un bâtiment à 6 faces. On a une conception bioclimatique et passive, c'est-à-dire qu'on est sur une isolation en granulat de mousse de verre qui accueille un radier, puisqu'on avait un sol pas très qualitatif. Et on a une isolation en botte de paille. Donc, on a rajouté un maximum de complexité dans le projet, mais c'est ce qui nous a vraiment stimulé dans l'opération. Donc, notre problématique sur ce bâtiment, c'était comment on va intégrer le hêtre et l'enjeu, je ne l'ai peut-être pas signalé, mais c'est du hêtre structurel. Ça, je préfère le répéter parce qu'on peut avoir aussi des petits échos sur le bâtiment, mais on est sur du hêtre structurel. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a une pièce de bois qui fait 1,20 m de long. On a des sections qui, elles, par contre, s'apparentent un petit peu à un montant d'ossature. Mais on a été extrêmement contraint par la longueur de la pièce. Donc, ce qu'on a réalisé,
On a fait donc une exploitation forestière, donc il y a eu un repérage des arbres dans la commune, on a fait le délignage des planches, et surtout, on a mené un travail qu'on voit ici avec le cri de bois, c'était de caractérisation à la fois du matériau, mais aussi d'un produit, puisque comme on a une planche d'1,20 m de long, ce qu'on a voulu réaliser, c'était refaire un montant d'ossature avec un aboutage, mais pour rester dans une logique locale, on voulait avoir un aboutage artisanal, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir les dents et tout un dispositif de colle ou autre pour rendre l'assemblage compliqué. On a voulu faire un aboutage accessible à tout artisan locaux. Donc on a fait en fait un système tout simple, c'est qu'on a mis des planches les unes contre les autres, on a fait des sections, on est parti des 5, on est redescendu sur des sections de 20 et 30 mm, et on a fait par un jeu de quinconce un aboutage vissé. Vissé pour que ça soit facile et réversible. À partir de ça, on avait une barre en fait, qui faisait une douzaine de centimètres de large, qui faisait à peu près 50 mm d'épaisseur et qui avait la longueur qu'on souhaitait. Et comme vous l'avez vu sur la coupe ou sur le plan, on est sur une conception assez passive, donc on a une épaisseur de mur. Donc 12 cm de montant, ça ne suffit pas. Donc ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a ce qu'on appelle une poutre caisson. C'est cet élément qui est présent ici, donc qui est constitué d'une membrure en hêtre. On a des flasques en OSB, donc là, ce n'est pas local, et une membrure inférieure en hêtre. Ce qui nous a permis en fait, de constituer une poutre caisson de 36 cm de large qui correspond à une largeur de botte de paille. Et en fait, ce produit-là est un produit qu'on va retrouver dans tous les murs, mais aussi dans l'ensemble de la toiture. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une poutre caisson qui pouvait s'appliquer dans l'ensemble des dispositifs structuraux du bâtiment, en tout cas sur l'enveloppe extérieure, et qui permettait d'être en compatibilité avec notre isolant. Donc, on a réalisé à la fois les caractéristiques les analyses pour ressortir les caractéristiques intrinsèques du hêtre, mais aussi on a dû tester l'ensemble des poutres qu'on a mis en œuvre à travers ces essais au niveau du cri de bois. Un petit schéma qui explique aussi l'enjeu du local, parce qu'en fait le hêtre, c'est la valorisation du feuillu, mais c'est surtout aussi une valorisation d'un bois local. Donc, on a sur le chantier qui est à Tendon, on a une exploitation qui est communale. La ressource est prélevée pour une première transformation chez la scierie Jeannès du côté de Rambervillers à 34 km. On a la deuxième transformation chez Charpentier qui est l'entreprise Certelet à Provenchères qui a nécessité 45 km et on revient sur le chantier à 55 km. Donc on est quand même sur un rayon d'action très minime, mais c'est pour rester dans cette logique d'accessibilité. On prend de la matière locale, on la conçoit pour la rendre assemblable avec des entreprises locales et on reste dans un périmètre local. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a souhaité en fait vraiment rendre accessible cette opération. Alors, c'est pas du protectionnisme, loin de là, puisqu'on est sur le code des marchés publics, ça reste un bâtiment marché public, mais l'idée, c'était de pouvoir rendre accessible cette opération à l'ensemble des charpentiers locaux. Je vous montre quelques exemples de photos de chantier qui expriment un petit peu la conception du bâtiment. Donc, je vous ai expliqué qu'on avait nos poutres caissons. Donc, en fait, sur sa première photo ici, on a une photo du mur intérieur. Et donc, la poutre caisson, on ne la voit pas, puisque c'est comme une ossature de mur ossature bois. Elle est rhabillée côté intérieur, côté extérieur. Par contre, je vous ai parlé de la longueur. L'épaisseur, 36 cm. Donc, la hauteur, c'est à peu près une hauteur d'étage. On est à peu près à 2,80, 3 mètres. Et après, on a la longueur du mur. L'autre dimension qu'on avait, je vous l'ai dit, c'est 1 mètre, 1,20 m. C'est la longueur des planches qu'on avait qui étaient disponibles. Mais c'est aussi, à peu de choses près, la largeur d'une botte de paille. Donc en fait, chaque montant poutre-caisson a été calpiné sur la trame de 1 mètre qui nous a permis d'intégrer tout ce qui est porte et passage, mais aussi, ça nous a permis d'utiliser le hêtre comme volige intérieure. Et là, on est sur un bâtiment d'enseignement, bâtiment qui accueille des enfants, donc on doit une stabilité au feu. Donc chaque volige est assemblé à mi-bois pour avoir une continuité de matière pour pouvoir protéger la structure du feu, puisqu'en fait, on s'est basé sur le temps de combustion du hêtre qui est plus important que du résineux,
afin de protéger notre structure. Donc on a encore utilisé une caractéristique du hêtre que tu n'as pas forcément évoquée, c'est sa combustion qui est plus lente qu'un résineux. Donc ça, c'est sur la partie mur extérieur. À noter, on a un plancher en haut qui, lui, est en sapin, en épicéa. C'est un plancher en planche clouée. Donc ça, c'est sur les murs périphériques. Si vous voyez le plan, donc les murs périphériques font effectivement le tour. Et après, on a en fait une succession de murs de refend qui viennent en fait servir de butons pour tenir les efforts transverses. Et ça, on les a réalisés en hêtre. Donc là, on a une photo qui montre la préfabrication de ce mur. Et là, en fait, c'était extrêmement intéressant parce que nous, on a conçu ce mur-là comme un mur ossature, donc des montants, des traverses. La seule chose qu'on a en résineux, ce sont les lisses hautes, lisses basses qui doivent ceinturer le mur ossature qui vient prendre toute la longueur. Mais ce qu'on a voulu concevoir, nous, c'était d'avoir, en fait, toujours pareil, à partir de notre planche d'1 mètre, 1 mètre 20, c'était de faire un calpinage de lame pour reprendre ces dimensions. Donc, en fait, on a à chaque fois une lisse à 30 cm qui permet de faire une sorte de plinthe, mais qui, pour un enfant, lorsqu'on met une petite tablette, sert d'assise. Après, on en avait une deuxième qu'on va positionner à peu près à 1 mètre de haut qui pourra faire pour le R+2 un garde-corps. Après, on a la hauteur la plus grande possible qui, elle, s'ajuste en fonction de la hauteur d'étage. Et enfin, on finit avec une retombée de 30 cm qui correspond à la symétrie de notre plinthe. Donc, on s'est amusé à faire un calpinage puisque c'est un mur qui, lui, va être destiné à être visible. C'est un mur ossature bois ouvert. Il y a un panneau USB contre-entend qui va être derrière, mais ça reste visible. C'est une sorte d'étagère. Vous verrez sur les photos. On le voit à côté. Et ce qui nous a vraiment étonné plus, c'est qu'à l'entreprise Certelet, il y avait un compagnon qui est un ancien menuisier qui a pris ce chantier-là pour lui. Et en fait, il s'est amusé à préfabriquer des petits caissons et à les assembler les uns avec les autres. Et on retrouve le dispositif que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, par exemple, on a une planche massive, un peu comme celle qui a circulé, qui fait 45 mm d'épais. Et après, on voit qu'en fait, on a à chaque fois des demi-épaisseurs. Et en fonction de notre dessin archi, lui, il est venu faire son calpinage pour avoir une épaisseur commune. Mais soit on a une épaisseur complète, soit on a deux associés. Donc, c'est très intéressant parce que d'un calpinage un petit peu farfelu d'architecte, on voit que l'entreprise l'a approprié et la personne a pris un réel plaisir à fabriquer ces éléments-là. Et on sentait une certaine fierté. La photo de droite, alors comme la vie est bien faite, le chantier prend un peu du retard et bien sûr on cale le montage de l'ensemble de la structure quand il neige. Donc c'était les 3 semaines de décembre, on a monté un étage par semaine et on avait la neige qui arrivait. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est-à-dire qu'on avait nos murs ossature qui étaient ouverts. Alors les protections, vu les quantités d'eau qu'on a eues et de neige, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais vous verrez qu'on a quand même aussi quelque chose qui a été assumé par l'équipe maîtrise d'œuvre, mais aussi par le maire, c'est qu'on a utilisé du bois, du hêtre, avec ses propres caractéristiques, mais esthétiques aussi, puisqu'en fait, on n'a pas fait de tri par rapport à la qualité du bois, c'est-à-dire qu'on avait des planches avec des flashs, on a des planches avec du bleuissement, on les a laissées. Et les aléas de chantier fait partie aussi du matériau. Et quand on a cette quantité de neige qui nous est tombée sur le coin de la tête, on a dit qu'on allait faire avec. Et au final, on a un rendu qui est malgré tout assez esthétique. Et on s'est pas amusé à poncer pendant des semaines. Je vous le dis tout de suite. Et donc là, c'est les photos du bâtiment fini. On a vraiment poussé le vis jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a donc les murs, donc les murs ossature bois qui sont visibles avec les montants en hêtre. Toutes les voliges sont issues du bois de la commune. On a quand même quelques éléments. Donc on a un tirant ici qui est en lamellé collé d'épicéa. Et après, tout ce qui est habillage garde-corps ici ou guide de lumière en haut, tout ça, c'est aussi dû être issu de notre lot. Il y a juste deux ouvrages qui ont fait l'objet d'un tri au niveau du bois local. C'est le parquet et puis l'escalier qui se situe derrière cette cloison. Là, il y a eu une volonté par de la mairie d'avoir un produit quand même assez qualitatif pour la durabilité de son usage. Et donc voilà, on retrouve le calpinage que j'évoquais tout à l'heure avec la mezzanine. Là, on est au R+1. Et ça, c'est des photos de l'extérieur, parce que aussi, pour aller au bout de la chose, on a voulu mettre des essis. Donc des essis, c'est des tuiles de bois ou des tavaillons en bardage et couverture.
Donc ça, c'est des photos au niveau de la réception. Donc alors ça, c'est des essais en mélèze, pas français, russe. Ouais, scié. Non, pardon. Surtout pas scié, en fait. Oui, c'est fendu. Non, parce que ça, c'était aussi l'objet d'une grosse négociation. Typiquement, cadre réglementaire, là, on ne parle pas de feuillus, mais on parle de techniques traditionnelles. Il n'existe pas de DTU sur les... Enfin, il n'existait pas, je crois que ça arrive. Il n'existait pas de DTU sur la mise en œuvre des SI. Donc, on a réussi à faire passer au bureau de contrôle des règles professionnelles issues de Haute-Savoie et en important donc, des matériaux issus de Sibérie. Mais bon, ça, c'était avant. Et ça, c'est le bâtiment à peu près aujourd'hui, avec le vieillissement des SI. Donc, on voit, pour répondre à votre question, madame, on voit très clairement que le bois a grisaillé. Notez ici, quand on a proposé à la mairie de mettre des tuiles de bois en façade, ils nous ont dit « Ah, surtout pas, regardez, il y a la maison en face. » Ils en ont mis, c'est devenu tout noir. Et bon, on lui a dit « Vous inquiétez pas, nous, ça sera gris. » Pourquoi ? Ici, on a des tuiles de bois faites en red cedar. Donc, c'est un super matériau qui vient du Canada, super durable et très qualitatif avec un fil très fin. Sauf que je ne sais pas pourquoi il a été lasuré. Donc, ils l'ont lasuré. Il était très beau pendant 1 ou 2 ans, mais comme la lasure, c'est un petit peu délité, l'eau s'est emprisonnée entre le bois et la lasure, ce qui a accéléré sa dégradation et est devenu en fait noir. Sauf là où c'est protégé sous le débord. Et nous, le parti pris, c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait voulu travailler le bâtiment à facettes. On a travaillé des joints creux pour qu'on dissocie les façades des unes des autres. Et on a surtout mis un produit sans traitement pour qu'il puisse patiner et vieillir de manière homogène. Et ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on marquait le socle, où là, on est sur un panneau 3 plis mélèze, qui est légèrement protégé parce que on voit ici une inflexion et on a une protection au niveau de la partie basse pour en fait dissocier le socle de la partie haute, puisqu'en fait, attendons, en fait, c'est un village qu'on traverse pour aller à Jarmé. La rue est un peu plus haute et on est aligné là-dessus. Le R+1 est aligné sur la rue et en fait, la partie rez-de-chaussée est alignée vers la place et on a voulu marquer ça, marquer cet ancrage dans le terrain en créant un décollement et puis proposer en fait 2 matériaux bois différents et puis anticiper son vieillissement pour pouvoir proposer et marquer le socle. Et voilà la continuité donc, des 2 opérations avec le périscolaire et la halle qui vient dans la continuité. Et demain, on aura une petite quelque chose qui viendra ici. Donc voilà, première opération de valorisation du hêtre. Donc là, on était dans un contexte vraiment particulier où le hêtre était issu de la commune. On n'avait pas de contraintes réglementaires. On s'est constitué notre cadre et on a travaillé avec ce qu'on avait. Je vais vous présenter une deuxième opération qu'on a fait quelques années plus tard à Certigny. Et alors là, c'était une opération pour l'ONF, donc il fallait avoir un bâtiment qui soit irréprochable. Oui. Ouais, c'était vraiment le plus long celui-là. Tendance, c'est vraiment le plus long. Atelier ONF, donc là, on est sur une logique grande portée avec les feuilles. Alors, bâtiment de l'ONF. Ouais, c'est le plan, il n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Le plan, c'est simple, c'est une halle. Une halle avec une partie chauffée, une partie simplement abritée. Et donc, on est sur des portées dont la distance m'échappe, mais je crois qu'on avait 20 mètres, 20 ou 25. Donc là, on voit la partie qui, elle, va être non chauffée et la partie ici chauffée. Et en fait, la partie qui est ouverte, elle va être en Douglas et la partie couverte, elle va être en hêtre. Sauf que là, on avait un enjeu. Vous voyez, ici, c'est la partie en hêtre, là, c'est la partie en Douglas. Là, on a souhaité faire en fait des poutres treillis pour utiliser justement du bois court pour pouvoir en fait valoriser le bois local. Sauf qu'on reste dans un contexte où la réglementation était encore au balbutiement des normes et surtout, on n'avait pas forcément la filière et je n'avais pas encore rencontré monsieur pour l'approvisionnement. Et donc, localement, on avait une grosse difficulté parce que même si on a des scieries de hêtre et de feuillus en local, reste après d'avoir la capacité de pouvoir sortir des bois CE. Et ça, ce n'est pas encore le cas de toutes les scieries. Donc, il y a eu une alternative qui a été retenue, en tout cas, c'était d'utiliser le LVL de hêtre.
Et là, on a travaillé ce produit pour pouvoir à la fois faire les grandes longueurs et pouvoir travailler notre tri. Donc, c'est un matériau, alors c'était assez intéressant parce qu'en fait, on a des portées, alors je ne sais pas si on le voit bien là, non. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a nos poutres Douglas qui sont exactement la même portée qu'à côté, mais qui sont plus hautes. Et à côté, on a nos poutres Lamy-bois qui ont la même portée, qui ont plus de charge puisqu'elles supportent les toitures caissons d'isolant insufflé, mais elles ont des portées et une section plus fine. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a utilisé un matériau qui s'apparente un petit peu à du matériau de menuiserie. On est sur une qualité, vous voyez, d'usinage extrêmement fine pour une pièce de charpente et encore plus pour un atelier industriel. La difficulté qu'on a eue sur l'opération, c'est qu'on a justement un matériau qui est très beau, qui nécessite une protection. Là, on a un sujet quand même à travailler, et ça, c'est peut-être ce qu'on doit retenir sur l'opération, c'est que lorsqu'on utilise du hêtre en structure, même du hêtre qui arrive très beau, il faut organiser le chantier et sensibiliser le charpentier pour protéger à chaque fois aussi ces bois. Alors, ça reste un marché public, mais c'est le même charpentier que Tendon. Donc là, on voit les poutres Lamy-bois. Voilà. Et ça, c'est le bâtiment fini où on a également posé un bardage qui lui aussi en bardage hêtre, mais qui est un bardage thermochauffé. Donc là, on le voit ici, c'est thermochauffé, donc comme l'expliquait Florian, c'est une technique qui consiste en fait à mettre dans une étuve des sections de bois déjà débitées. Et l'idée, c'est de les chauffer pour extraire l'humidité, les sécher au maximum jusqu'à toucher l'humidité de constitution, ce qui va permettre en quelque sorte, si on veut vulgariser, de fossiliser le bois. Et ce qui va permettre à un bois de hêtre qui ne peut pas être utilisé dehors, donc c'est un bois qu'on appelle classe 2, de le passer directement en bois classe 4, qui est un bois qui peut être utilisé même en terrasse. Deux conséquences à ça, il change de couleur. Donc là, il est déjà foncé ou noir. Souvent, c'est associé aussi avec de la colorisation pour protéger des UV. Et deuxième chose, c'est qu'il devient hyper en caractéristiques mécaniques, c'est qu'il devient un peu cassant. Donc, pour une utilisation en bardage, c'est bien, mais en utilisation structurelle, c'est mort. Et donc, après, là, alors, ce qui est rigolo, c'est que là, vous voyez, on a un calpinage spécifique où on était limité en longueur. Donc, on a fait un jeu de quinconce sur notre bardage. Et depuis, on a réalisé un second bâtiment alors, qui n'est pas pour l'ONF, mais qui est sur le même site industriel, qui réalise ce genre de produit. Mais à l'époque, on ne l'avait pas encore fait et l'industriel n'était pas encore installé. Voilà, et puis je vous ai mis aussi une petite photo de l'ambiance intérieure encore du showroom pour la partie ONF. Dans la continuité des bardages, on a réalisé alors, en parallèle, je crois, la souris verte à Épinal. Alors, je crois qu'il y avait un problème avec les PDF. En fait, la souris verte à Épinal, c'est un bâtiment centre-ville, majoritairement béton, et la communauté de communes qui était pilotée par la communauté de communes d'Épinal et qui souhaite promouvoir du bois. Et dans le cahier des charges, il y avait la volonté de valoriser du hêtre. Donc, on a utilisé du hêtre de manière assez facile pour tout ce qui était parquet, correction acoustique intérieure et autres. Et comme on aime bien se mettre des défis, on s'est dit, tiens, on est en train de travailler un sujet avec Certini, on va voir si ce n'est pas jouable d'intégrer du hêtre en façade et surtout en ville. Parce que d'intégrer du bois en ville, c'est assez particulier, et notamment par rapport à votre remarque sur l'évolution et le vieillissement du bois. Alors, ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'on a fait tout un travail de détail, calpinage et d'essai, parce qu'en fait, on a réalisé plusieurs prototypes en cours d'études, où on a utilisé donc à chaque fois des pièces de hêtre et on a essayé différents systèmes. Le système qui était préféré par le bureau de contrôle, c'est celui qu'on pensait qu'elle allait jamais être retenue, c'était celui-là. C'était de dissocier les couches, c'est-à-dire qu'on utilisait du hêtre, qui était un bois qui n'était pas destiné à aller à l'extérieur, mais si on lui mettait une protection à la pluie et aux UV comme un panneau de polycarbonate devant, il était OK
pour nous valider le principe. Sachant que, bien sûr, il fallait une couvertine en partie haute, mais l'idée, c'était de ne pas exposer le bois à l'eau, et donc, pas de problème, pas de mise en cause de sa durabilité. Cette solution-là n'a pas été retenue. On avait plutôt été sur des systèmes de thermochauffage, mais là, on est sur un système de thermo-huilage. C'est-à-dire qu'on prend le bois, au lieu de le mettre dans le four, on met dans la friteuse. C'est-à-dire qu'on va extraire l'eau du midi, on va le passer au four, puis dans la friteuse. C'est qu'on va extraire l'eau du bois et on va la remplacer par de l'huile. Donc injecté, donc le bois va s'imbiber d'huile qui va être teinté, et on avait fait plusieurs essais de teinte. Et ce qu'on a retenu, c'est la teinte chocolat qui garantissait le plus de durabilité et le moins d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc ça c'était pendant la période de montage chantier. Là, c'est il y a quelques années, et je suis repassé encore il n'y a pas si longtemps. Au bout de 10 ans, pour un bardage hêtre, on a quand même quelque chose qui reste homogène, même si on a des bois verticaux et les bois un peu plus hauts sont un peu plus lavés, on va dire. On a quand même quelque chose qui se tient bien, et surtout de manière homogène. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a un bardage sur un bâtiment béton. Donc, en fait, on est entre guillemets dans une norme d'éco. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique de protection au choc, protection à la pluie. Donc, quelque part, là-dessus, le bureau de contrôle nous a un peu moins embêtés que si c'était sur une ossature. Mais on a quand même réussi à placer en ville, je crois, pas loin de 500 mètres carrés de bardage hêtre en plein centre-ville. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et l'autre côté, c'est la photo de la salle. Donc là où on a réalisé le parquet et tout un habillage acoustique qui en fait sont des petites lattes mais taillées qui sont biseautées en fait pour réaliser des pièges à son. Et tous ces bois-là, en fait, sont issus aussi de la communauté de communes d'Épinal. C'est-à-dire que là, on avait... Alors, c'est pas le maître d'ouvrage qui a piloté, mais on avait... le maître d'ouvrage a vendu ces bois au scieur et l'entreprise a été chercher ces bois chez le scieur dont l'agglo était fournisseur. Donc voilà pour la souris verte avec cet enjeu. Donc là, on n'est plus sur la structure, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez innovant et qu'on n'a pas refait depuis malgré tout. Parce que là, on est quand même sur un coût bardage un peu plus élevé. On est sur des sections qui font 40 cm d'épaisseur. Bon, après, il faut s'imaginer, on est sur R+3, on est sur un bâtiment de 30 mètres de long, on est quand même sur aussi une échelle assez importante. Donc, il fallait concevoir le bardage qui soit à l'échelle du bâtiment. Et enfin, je vais vous parler de Lettré, donc le projet de Arches, médiathèque de Arches, donc un petit projet, un projet de rénovation avec le hêtre. Donc vous avez vu quelques photos là au tout début. Juste un petit mot sur cette opération-là. C'est une opération, il y a 500 000 € de travaux. Mais le maître d'ouvrage, commune de Arches, a souhaité lancer un concours d'architectes. Donc, on a été retenu sur concours avec notre concept. Et ça, je tiens à le souligner parce qu'encore une fois, comme je vous expliquais au début, un projet, qui soit en feuillu, qui soit en paille, qui soit dans autre chose, c'est avant tout un travail d'équipe, un travail de binôme. Et lorsqu'on arrive en fait à aller au-delà d'un dépôt d'un simple dossier avec nos références et qu'on commence à dialoguer, à faire des propositions, eh ben, on apprend à se connaître et on peut aller très loin dans des opérations. Donc là, le maître d'ouvrage a souhaité donc un bâtiment, faire une rénovation. Enfin, c'est l'ancienne école, c'était l'ancienne mairie qui est revenue, l'ancienne école qui est devenue l'ancienne mairie et qui est devenue aujourd'hui la médiathèque. Et donc c'est un bâti ancien qui avait 110 ans au démarrage de l'opération. Et la mairie souhaitait lui redonner une nouvelle vie. Et donc, dans le cahier des charges, là, encore une fois, il y avait la valorisation du hêtre. Donc là, sur cette opération, vous voyez, on est beaucoup plus modeste. On est sur 10 mètres cubes mis en œuvre. Et là, on arrivait, nous, avec notre expérience. On avait notre projet avec cette valorisation en structure aussi. Et par contre, on a su assez sereinement discuter avec le maître d'ouvrage pour voir quelle place il allait avoir dans cette histoire de bois local et bois feuillu. Alors, Arches est une commune forestière qui vend du hêtre
à une scierie. Donc, on a pris contact avec les agents ONF, avec les scieurs. Et en fait, ce que je trouve tout à fait valorisable, c'est que la mairie s'est très vite rendu compte qu'elle n'avait pas forcément les moyens et la personne pour piloter la ressource au sein de l'opération. Par contre, elle souhaitait qu'on maintienne cette idée. Donc là, l'exploitation forestière, le maître d'ouvrage avait géré parce qu'elle était en capacité. Mais en fait, nous, on a réalisé le cahier des charges pour pouvoir faire l'exploitation. Et au final, on est venu laisser libre cours aux entreprises par rapport à leur méthode pour aller trouver ce être local. Et ça faisait partie un petit peu du cahier des charges de savoir l'impact carbone que représentait la fourniture du bois dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, cette opération, elle est relativement simple. C'est ça que je trouve bien dans la démarche de la mairie, c'est qu'on a pu s'exprimer sur notre concept. Et en plus, le concours, il y avait un oral. Ça, je tiens à souligner parce que c'est de plus en plus rare. Donc, notre principe, c'est qu'en fait, on a un bâtiment existant qui avait une structure donc moellon, un mur périphérique moellon, on avait un refend moellon, et on avait quand même une structure bois à l'intérieur, mais avec des planchers qui étaient plus que fatigués. On avait des poteaux en fonte centraux, et on avait une logique en fait d'appui central et des poutres, des grandes poutres en chêne, et après un solivage. Et surtout, on avait des planchers qui étaient à la fois vétustes et qui n'étaient pas forcément dimensionnés pour accueillir une médiathèque. Une médiathèque avec des poids de charge et autres. Donc nous, notre parti pris, c'est que quand on a fait le calcul des surfaces disponibles et des surfaces de programme, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas besoin de... On a presque trop de surface. Si on est malin, si on mutualise les espaces, il y aurait trop de surface dans le bâtiment par rapport aux besoins. Sachant que le programme, c'était une médiathèque, un auditorium, enfin, on reste modeste, hein, c'était 25 places. Et partie centrale, on avait en fait un lieu qui devait être un lieu associatif qui pouvait se transformer en logement d'urgence. Donc là, on retrouve les plans. Ah, c'est un petit peu mangé. Rez-de-chaussée, on a notre médiathèque, espace associatif plus appartement, et au-dessus, auditorium. Il faut imaginer que c'est la même surface. Et donc, notre parti pris de faire de compacifier et de développer le projet sur 3 niveaux nous a, entre guillemets, permis... Enfin, c'était l'enjeu, c'était de créer en fait une deuxième colonne de distribution afin de permettre d'avoir 2 issues de secours au R+2 pour pouvoir accueillir plus que 19 personnes. Puisqu'on avait un auditorium, je crois que c'était 25 au programme. Et l'idée, on a compacifié et on a créé en fait des espaces supplémentaires d'exposition, de galeries qui permettaient d'être un entre-deux. Et l'économie qu'on a pu faire, c'est qu'on a réalisé en fait une boîte centrale en bois, comme on le voit sur le petit croquis ici. L'idée, c'était d'optimiser les surfaces qui coûtent cher, les surfaces chauffées, les surfaces isolées, les compacifier, les mettre au cœur du projet, ce qui nous a permis en fait à la fois d'offrir un espace d'exposition qui était au programme, mais qui n'était pas forcément imaginé comme ça vertical, et en maintenant en fait les circulations existantes. Donc ça, on y a très peu touché, on l'a remis en peinture, mais qui nous sert en fait d'escalier de service. Donc voilà, et l'idée de la structure et de l'utilisation du feuillus, elle était double, c'est-à-dire qu'on avait cette réflexion de dire, bon, on a des petits espaces et on avait une portée, je crois, de 9 mètres entre les moellons. Et initialement, on avait en fait un appui central. Et plutôt que de découper en 2 l'espace, on l'avait découpé en 3, ce qui nous permettait 2 choses. C'était dans le fonctionnement de la médiathèque, permettait d'avoir en fait un plan fonctionnel qui était compatible avec cette trame. Et la deuxième idée, c'était de limiter les portées pour qu'on puisse rester en bois massif. Alors ça, c'était l'idée du départ. On n'a pas pu aller au bout de la chose. Mais on voit en fait que le principe de la structure, c'était qu'on recréait un squelette central en poteau-poutre hêtre. Alors là, on ne s'était pas autant posé de questions sur les poutres, hein. On passait en hêtre parce que c'était du hêtre. Et en fait, ces éléments, on les retrouvait qui allaient chercher également les pignons pour tenir les paliers de la galerie d'exposition. Et comme vous le voyez, ce n'est pas du massif, c'est du lamellé. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que le programme central initial
n'est plus un appartement, mais un deuxième niveau médiathèque destiné aux enfants. Donc, du coup, on a changé nos charges et donc, du coup, on a dû retrouver du lamellé collé pour reprendre la descente de charge. Donc là, ce qui a été réalisé, comme je vous l'ai dit, il y a toujours la problématique de l'approvisionnement. Donc là, chaque entreprise qui a déposé une offre, il y avait dans le mémoire technique la méthode pour fournir le lamellé collé. Donc on avait j'ai en mémoire deux entreprises qui s'étaient positionnées. La première, c'était du bois qui venait de chez Simonin. Tu n'avais pas évoqué, mais Simonin fait aussi un peu de lamellé collé de hêtre. Et après, alors eux, c'était du bois qui, de mémoire, je crois, qui était collé chez Weissrock, mais qui était un peu une commande spéciale. Sauf que la problématique qu'avait le charpentier, c'est qu'il s'est fourni du côté de Darnay pour avoir du bois. L'entreprise n'avait pas le label CE. Le lamelliste n'avait pas le label CE. Donc, aucune pièce ne pouvait être certifiée. Donc, chaque pièce est passée par le même banc d'essai que pour Tendon. C'est toujours au cri de bois. Donc, chaque pièce a été testée en fonction des conditions de charge. Alors, le LU, le LS, je ne sais plus. Mais chaque pièce a été faite. Toutes les pièces sont passées sans aucun problème. On était bien largement en dessous des limites de rupture, sauf le dernier poteau. Ça, c'est les poteaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 3 étages, on a des poteaux qui font 16-16 ou 14-14. Donc, en termes de section, on est quand même sur des éléments fins. Et en plus, on s'est amusé à faire des petites rainures intérieures pour les affiner. Et je disais que toutes les pièces sont passées par le laboratoire. Il y a juste la dernière qui a cassé, pas de bol. C'était la dernière, un petit peu moins de concentration. On était tous un peu stressés parce qu'on avait tous été au courant qu'elle était cassée, mais c'était au moment du rapport où on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de saisie au niveau de la charge. Et donc, le poteau s'est pris 25 fois la charge prévue, donc il a cédé pour ça. Mais sinon, il n'y avait aucun souci, à la fois dans le calcul, dans la réalisation et dans l'assemblage du lamellé. Donc, on est sur quelque chose qui était très, très bien. Quelques photos de chantier. Donc là, on voit les poutres. Et effectivement, au niveau des poutres, on voit quand même qu'on a une certaine retombée, une certaine inertie. Au niveau des poteaux, là, par contre, c'est nettement plus parlant. On est vraiment sur des sections très fines. Je n'ai pas forcément évoqué une des choses par rapport à l'opération, c'est que là on est en structure être, mais l'un des concepts par rapport au noyau bois qu'on vient glisser au cœur du bâtiment, c'était que la structure vienne un peu se noyer avec l'aménagement de la bibliothèque, et on va le voir avec les photos suivantes, celle-ci par exemple, où là on voit les poteaux qui sont noyés en fait avec l'habillage et le rayonnage des différents livres. Et en fait, on a l'idée d'avoir un peu une structure noyée dans un gros meuble. Et après, on retrouve les mêmes approches avec l'habillage voliche-hêtre, parquet. Là, on est en parquet à lamelles. Simplement vous montrer là les photos des galeries intermédiaires, où là, on a voulu vraiment marquer le contraste, c'est-à-dire qu'on a un petit joyau, une bibliothèque 100% bois, on est bien, c'est cosy, c'est chaleureux. Et on a l'espace de déambulation, l'espace d'exposition, qui on retrouve du hêtre. Donc parquet, alors on a fait une petite économie en passant herse épicéa, l'escalier à démarche en hêtre, mais on a voulu en fait écorcher un petit peu le bâtiment, c'est-à-dire que toutes les peaux intérieures ont été grattées, enfin ont été restées en état, et ça montre en fait l'espace de dilatation où on n'est plus dehors parce qu'on est abrité, mais on n'est plus dedans parce qu'on est dans un espace qui n'est pas non plus chauffé. C'est un espace de circulation, donc on a voulu limiter les consommations énergétiques en offrant quelque chose de plus brut, et après on s'installe dans un espace beaucoup plus cosy. Là, c'est le mobilier d'accueil avec l'espace. Donc là, derrière, on a l'accueil, et là, c'est l'espace multimédia. On voit tout est un petit peu noyé. Et ça, c'est la photo de la façade. Alors, ça nous a été c'était un peu audacieux parce que, comme je vous l'expliquais au début, c'était un concours. Ce qui parle dans les concours, c'est l'image. Et quand on sort une façade d'un concours où en fait on a juste changé l'entrée et puis on a refait peut-être la toiture, et si on a fait la colonne, l'ascenseur là derrière qu'on ne voit pas, c'est pas très clinquant pour un maître d'ouvrage. Donc là, je remercie encore la commune d'Arches d'avoir organisé un oral pour réexpliquer l'enjeu qu'il y avait derrière, et ça a fait mouche et on a pu aller au bout. Voilà, merci. Oui, juste la question, je n'ai pas bien compris sur
l'intervention de l'entreprise, parce que sur le schéma, le schéma sur Arche. Oui. On voit Alors, l'intervention de l'entreprise qui venait très en amont. Or, c'est au moment de l'appel d'offres. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on souhaitait appliquer un peu comme ce qu'on avait fait à Tendon, c'est dire, voilà, vous êtes une commune forestière, vous avez une ressource, si vous la pilotez, on peut fournir des éléments plus ou moins travaillés à l'entreprise et on a une traçabilité. Et là, le maître d'ouvrage a été extrêmement stimulé par ça, sauf qu'il s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas de personnel, enfin, il n'avait pas un chef de projet qui était en mesure de piloter ça. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéfini la notion de local. Donc, ce n'est pas du bois communal, c'est du bois vosgien. Donc, en fait, au niveau de l'appel d'offres, on a déterminé, on va dire, une orientation de ce qu'on voulait. Et après, c'est dans le mémoire technique de l'entreprise par rapport à son circuit d'appro et son fonctionnement. Et on a mis la contrainte carbone pour savoir quelle entreprise était le mieux notée là-dessus. Alors après, du lamellé-collé de être certifié, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit on a un lamelliste qui l'est, et c'est, je crois, le cas de Simonin. Là, c'est Jura, ouais, donc c'était plus loin. Là, on était sur du bois de Darnay qui a été collé, alors je crois que c'est à Saint-Dié, et qui a été après testé à Épinal. Donc en termes de circuit court, on était meilleur. Après, je ne crois pas que l'entreprise a fait l'affaire du siècle en termes de prix. Et par contre, la poutre lamellé-collé, je ne saurais vous dire le prix au mètre carré, mais ce n'est pas du tout intéressant. Pour un petit projet comme ça, oui. On ne va pas faire des décathlons en lamellé-collé de hêtre, en tout cas avec cette méthode-là. Enfin, en tout cas, pas encore. Qu'en est-il de la durabilité sur du bois structurel comme ça en lamellé-collé par rapport à de la structure en moellon ou en bois massif Alors, c'est exactement la même qu'un bois résineux sous réserve qu'il soit protégé. C'est-à-dire que là, quand on a des ordres de charpente, souvent, c'est lié à un défaut de couverture, un défaut de zinguerie, et puis on a de l'humidité qui se passe. Là, le fait que ça soit du hêtre ou que ça soit un résineux, tant qu'on a notre protection et qu'il est utilisé dans sa classe d'usage, c'est-à-dire une classe 2, pas de problème. Après, ce qui va renforcer pour aller dans le sens des bureaux de contrôle et des assureurs, c'est d'avoir cette certification CE à la fois sur l'origine du bois et sur le lamelliste, pour en fait avoir des garanties. Et puis parce qu'en fait s'il a un CE, il a payé, enfin il a une formation et ça rassure tout le monde. Mais en termes de durabilité, que ce soit un feuillu ou un résineux, tant qu'on est utilisé dans des bonnes conditions, il n'y a pas de sujet. Après, une charpente en hêtre à l'extérieur, ça c'est un autre, c'est pas envisageable, même en thermochauffé ou en autres produits, quoi. Question de vocabulaire, le bois thermochauffé, ça s'appelait bois rectifié. Oui, c'est la même chose. Alors, moi, je connais quelqu'un qui avait fait des ficelles en bois rectifié. Des ficelles? Ouais. Je ne connais pas. Quelqu'un du CNDB qui était dans le sud de la France. Je cherche le nom depuis tout à l'heure, mais j'ai l'âge. Ok. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Julien. Alors, juste une précision, je crois que bois rectifié est une marque. Donc, on parle de thermo-traité, thermo-chauffé, torréfié aussi. Enfin, on entend des trucs. Mais rectifié, je crois, est spécifique à une entreprise. Donc, je crois que rectifié est spécifique à une entreprise. Voilà, c'est un procédé breveté. Voilà, bon, on en arrive au terme de notre soirée d'échange autour des bois feuillus. Je vous remercie encore tous. J'espère que ça a répondu à vos questions. Pour la suite, n'hésitez pas à aller sur nos sites respectifs. Je remercie encore la Maison européenne de l'architecture. N'hésitez pas, le journée de l'architecture, c'est jusqu'à la fin du mois, donc allez-y, profitez-en. Nos événements avec Envirobat, ça continue jusqu'à l'infini, donc n'hésitez pas. Et puis, on reste à votre écoute autour d'un verre, que ce soit ce soir ou demain ou quand vous voulez, sauf les week-ends. Merci, au revoir.